Salut tout le monde, bienvenue à mon podcast. Alors cette semaine, je reçois Catherine Chabot et Léane Labrèche d'Or qui ont joué récemment ensemble dans une pièce que Catherine a écrite. Et ça, j'avais envie de les inviter parce que j'ai toujours voulu des acteurs, des writers de théâtre, puis tout ça, c'est un univers qui me fascine bien gros. J'en ai vu pas mal de pièces, là, mais bon, pas tant que ça, mais c'est un univers qui m'a toujours fasciné. Que les filles ont été extrêmement généreuses. Et bon, on va parler d'une pièce qui est plus à l'affiche là, quand même. On a parlé qu'il y a probablement y avoir des supplémentaires parce que je pense que ça a été un bon succès. Et peut-être que vous allez pouvoir voir cette pièce-là. Sinon, si vous voulez voir Léane, je vais le dire, Léane Labrèche d'Or est dans une pièce, en fait, une comédie musicale dans le cadre du Dr Mobilo Aquafest qui s'appelle Donovan Est-moi. Fait que vous pouvez acheter des billets pour ça. Sinon, c'est ça, on a parlé beaucoup de théâtre, de l'univers des comédiens, puis tout ça, qui est un univers qui... j'ai eu quelques incursions dans cet univers-là. C'est toujours été un univers qui m'a fasciné. Fait qu'on s'en va écouter ça. Avant d'aller écouter le podcast, je vous rappelle que mon Patreon est toujours actif. Si vous voulez vous abonner au Patreon, avoir les épisodes avant tout le monde. Également, je suis en tournée un peu partout au Québec avec du cœur au ventre. Et on plug le festival aussi. On va parler un petit peu du festival là-dedans, le Dr Mobilo Aquafest. Manquez pas ça, c'est là. C'est du 4 au 11 mai. Grosse programmation. Bon, mon show est là-dedans, mais il y a le show dans lequel il y a Léane. Il y a plein de bons humoristes. Il y a plein de shows originaux. Bon, il y a des shows qui sont sold out, fait que dépêchez-vous si vous voulez des billets. Et on s'en va écouter ça avec Catherine Chabot et Léane Labrèche d'Or. Let's go! Hey, Catherine, Léane, bienvenue à mon podcast. Allô! Merci d'être là, merci d'avoir accepté. Je vous ai invité les deux ensemble parce que vous avez joué dans une pièce tout récemment qui, bon, on va en parler un petit peu, mais bon, on peut pas vraiment faire de la pub, c'est terminé, mais il va y avoir des supplémentaires de tout, on se croise les doigts, on espère. Ça sent bon. Peut-être. Ouais, OK. À Fait que ça a été un bon succès, je pense que c'était plein. Oui, je pense que c'était plein quand même, hein? On est vraiment c'était très plein, c'était vraiment le fun. Vraiment, il y a eu du beau monde, on a eu Cool. du beau public, des belles réactions, c'était vraiment inattendu, tu sais, on sait jamais quand on lance quelque chose dans l'univers comme une pièce de théâtre, on sait jamais ça va être quoi, comment les gens vont recevoir ça. Surtout que c'est pas nécessairement la forme d'art la plus populaire, non, le théâtre. Ouais. C'est ça, puis aussi les personnages qui sont un peu cyniques, sont durs, sont entre eux, tout ça, fait que je me demandais si les gens allaient les aimer, mais finalement, on a gagné le cœur de quelques-uns. Ouais. Mais tu dis que le théâtre n'est pas populaire, mais toi, tu fais quand même, tu essaies que ça soit accessible à tous quand même. Il y a beaucoup d'humour dans tes trucs. C'est pas, si un gars de la Beauce va voir ça, il va comprendre, il va avoir du fun, je pense. C'est super important pour moi, en fait, ça, de démocratiser cet art-là, parce que justement, on est tanné de faire du théâtre pour le monde de théâtre, ça gosse. On dirait qu'on fait juste comme acheter des billets pour nos amis, puis nos amis achètent des billets pour nos shows. Fait qu'on fait juste se financer entre nous autres. Alors que moi, j'ai envie que ça sorte de la bulle, qu'on devienne... que les gens qui pensent que c'est pas pour eux le théâtre, puis que c'est une affaire d'élite, mais que tranquillement, pas vite, s'y intéressent. Puis il y a des gens du cégep qui sont venus voir Dans le champ amoureux, par exemple, que j'ai fait il y a 2 ans. Puis c'est des gens du cégep qui étaient jamais allés au théâtre parce qu'ils pensent que c'est pas pour eux. Puis bon, ils sont pas confrontés à ça non plus. Les gens, mettons, là, dans leur famille, bon, là, c'est peut-être pas privilégié nécessairement, mais ils venaient avec des costumes. Ils venaient costumés, cravate, nœuds papillons, parce qu'ils pensaient... Il y avait encore une vieille conception, c'est une affaire de chic, comme à l'opéra. Ben oui, tu sais, c'est super mignon, c'est super touchant, mais tu peux y aller en botte de jobber, il n'y a pas de stress, là. Le théâtre, c'est ça aussi, puis moi, j'ai comme envie que... C'est ça, j'ai envie que... Parce que le problème du théâtre, c'est que quand c'est mauvais longtemps. C'est mauvais, t'es pogné là, il y a comme l'espèce de fameux décorum, t'es prisonnier. Tu peux pas sortir parce que c'est mal vu, entre guillemets, mais tu sais, moi, j'encourage les gens à sortir si t'aimes pas ça, tu sais, fais-toi pas subir ça, vraiment. Mais souvent, il y a comme l'espèce de perception de aller au théâtre, c'est long, c'est plate. On va encore voir une espèce de Molière où le monde va avoir des côtes de cuir, là, parce qu'on veut actualiser la patente. Puis, au final, moi, ce que j'ai entendu le plus en parlant avec des gens en sortant des représentations de la pièce de Catherine, c'est beaucoup de mes amis, mettons, qui viennent me voir au théâtre parce que c'est mes amis, tout ça, puis qui sont comme, tu sais, moi, je suis pas bien théâtre, j'aime pas bien ça. Puis là, ils faisaient, hey, ça faisait longtemps que j'avais pas passé une belle soirée même au théâtre, ça m'a comme réconcilié avec ça. T'sais. Mais je comprends pas ça, moi, cette espèce d'attitude-là par rapport à... J'en ai vu des pièces, là, quand même lourdes, là, mais on dirait que même à chaque fois
quand c'est lourd, moi, quelqu'un qui déclame tout nu dans une espèce de mise en scène fucked up, je trouve quand même que, OK, vous avez fait ça, vous autres, c'est quand même... C'est allé au bout de la proposition, tu sais. Le risque qui est là, au moins. Moi, j'apprécie ça, même si je me fais chier, mais tu sais, mais j'ai vu beaucoup plus de pièces intéressantes, le fun, risqué, qui avaient un propos qu'en humour, hein, par exemple, ou que là, c'est beaucoup plus... Mais c'est plus populaire aussi, puis la forme est plus conventionnelle, puis tout ça, mais tu sais, il y a beaucoup de prises de risque dans le théâtre, puis moi, je trouve ça... Mais oui, j'entends souvent ça. Puis les gens, en fait, quand ils aiment pas ça, ils sont fâchés d'avoir vécu ça. Ils sont comme, pourquoi j'étais ici? Mais les gens sortent de chez eux pour se divertir. Puis des fois, le théâtre, il fait pas que divertir comme à l'inverse d'un show d'humour qui, même s'il ne prend pas de risque ou n'est pas comme nécessairement edgy ou réflectaire, c'est quand même genre ha ha ha, j'ai déplugué, tu sais. Des fois, quand tu vas au théâtre, tu déplugues pas. Tu vois quelqu'un qui se roule dans... Tu peux pas dépluguer. Qui déclame. Tu peux dépluguer et penser à autre chose dans ta tête. Là, mais il y a souvent comme cette pensée-là de faire comme ça va tellement mal dans le monde. Tu sais, on le voit tous les jours dans les journaux. À quel point la vie, c'est de la merde. Puis à quel point on court à notre perte. J'ai pas envie d'aller me le faire dire au théâtre. Encore une énième fois là, que ça va pas bien. J'y vais pour justement là, dépluguer. Puis, puis me divertir. Mais en tout cas, ce que j'essaie de faire, en tout cas, on a essayé de faire avec ce show-là, c'est d'essayer de faire passer... d'amalgamer les deux. D'amalgamer les deux. Puis je pense que le rire est une super bonne soupape pour faire passer des affaires qui sont plus dures, des constats plus malheureux, tristes sur le monde, sur l'aspect dégénératif des choses. Mais ouais, je trouve que l'humour, moi, j'admire les humoristes. Parce que c'est tough à rire. Ah, c'est très, très difficile. C'est super ingrat, c'est dur. Oui. Je parle que, tu sais, des fois, l'humour conventionnel, ça me fait chier un peu, mais tu sais, je veux dire, c'est parce que moi, j'en fais de l'humour, puis je connais les mécanismes un peu, mais juste arriver à faire rire tout court, là, peu importe là, ton style, c'est extrêmement difficile. Mais juste donner la promesse aux gens, je trouve que c'est tellement courageux de dire acheter, regarde, c'est une grosse promesse, c'est comme payer, puis c'est quand même assez relativement cher, là, des billets de spectacle d'humour, là, ça peut monter très vite. Vous payez un certain montant, puis je vous jure que vous allez rire. C'est super. Mais c'est ça qui est bizarre, justement, du théâtre par rapport à l'humour, c'est que les gens, s'ils n'aiment pas un spectacle d'humour, ils vont pas être en tabarnak, mais tu leur as quand même fait une grosse promesse, là, tu vas rire toute la soirée, puis s'ils rient pas toute la soirée, ils sont comme, écoute, tu sais, c'était quand même rigolo, c'était léger. Ça les a pas shakés, ça les a pas confrontés, mettons, de pas aimer ça. Si t'aimes pas le théâtre, t'es comme, t'es pas bien, tu fais, on me rentre dedans, je sais pas, non, je comprends. Fait que, au moins, tu passes quand même une soirée relax, tu sais, je comprends. Comme écouter la voix. C'est une soirée relax, mais c'est pas confrontant. C'est un bon comparatif. Ah, ça dépend quel humoriste, là, tu sais. Non, mais il y a toutes sortes de styles d'humour. Ben oui, c'est ça, exact, là, tu sais, où tu sors de là shaké, mettons, moi, je vais voir Fred Dubé, puis je sors de là, puis j'ai un peu mal à l'âme, là, tu sais, ça m'a brassé, ça allait me confronter sur plein d'aspects, puis je suis comme... OK, qu'est-ce qu'on fait après ça, tu sais? Ça, c'est le genre d'humour qui choque les gens, par exemple, quand ils aiment pas ça, là, sont comme, hey, là, petit coup. Mais il va loin, tu sais, mais... Moi, je pense pas de même, pis t'as pas à me dire comment penser. Le gars. Je veux dire, c'est ça aussi, l'art, là. C'est comme brasser la patente aussi. Des fois, l'humour, on est un peu confiné là-dedans aussi, là. Tu sais, la bonne humeur, là. Faut que ça soit souriant un peu, pis c'est comme, c'est pas obligé d'être ça. Mais toi, t'aimerais-tu ça, tourner un show de théâtre, tu sais, comme ce show-là, tu sais, tourner ça dans le Québec, un peu comme un spectacle d'humour? Ça se fait-tu, en fait, au théâtre? Ça, mais l'affaire, c'est que je pense qu'il y a comme une infantilisation du spectateur en région. C'est super plate parce que les diffuseurs, à chaque fois que ça sacre, à chaque fois que c'est un peu edgy ou il y a de la nudité ou à chaque fois qu'il y a des grosses... c'est comme si des propositions qui sont un peu à l'extérieur du conventionnel. Dès que c'est un show dans lequel Marcel Leboeuf est pas, ça tourne vraiment moins. Non, mais c'est niaiseux. Ce qui tourne, c'est le théâtre d'été. Oui, puis ou des propositions très, très gentil, très lisse, très poli, tu sais, alors que nous... Plus conventionnel, justement. Le TNM du CEP, ça tourne. C'est ça, mais nous, puisqu'on sacre, j'ai vraiment l'impression que c'est très difficile. Il y a des directeurs de tournée qui sont venus voir le show, mais ils sont comme, c'est peut-être pas pour notre public en région. Puis tu sais, je l'expérimentais avec une pièce qu'on a tournée dans le Québec, dans laquelle on sacrait. Puis avant les représentations, les directeurs artistiques annonçaient au public...
ben là, vous allez voir, ça sent. Ah, mon mais Dieu! C'est une famille... Avertissement, les amis. Là, les amis. Le mardi, tout le monde voit Jeanne Biron se faire violer, mais nous autres, on n'a pas le droit de sacrer au théâtre. Ben, c'est vraiment bizarre. C'est tellement spécial. Puis de dire que ben, c'est une façon de parler, c'est des personnages qui s'aiment. OK, c'est passe-partout, ce truc-là. Dans Table rase? Non, avec Tribu, qui est un show très grand public, avec une histoire de famille très touchante. Mais les personnages se sacent après. Fait que non, ça a été... C'était très, très spécial. Parce que pourtant, tu sais, ce qui va en spectacle en région, ça, c'est de l'humour, là. Puis je veux dire, on sac, là. Puis, ben oui, puis vous êtes politiquement incorrect, puis vulgaire, vous parlez de patons, là, tu sais. Je veux dire, puis je veux dire, c'est... Je sais pas, avec le théâtre, on a comme tellement l'impression que c'est un art d'élite. Puis c'est beaucoup, le public, c'est beaucoup des têtes blanches en région aussi, parce qu'il y a... Ben, je sais pas en humour à quoi ça ressemble, mais au théâtre, c'est comme en région, le public est pas très jeune, il est plutôt vieillissant, tu sais. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de relève là, pour le spectateur de la région tant que ça, tu sais. Ah, c'est poche, ça, c'est dommage. Très dommage. Ça fait aussi que, tu sais, nous autres, souvent, on tourne là, dans nos mêmes idées, là, dans notre petit cercle, on s'inspire, puis tout ça, mais tu sais, mettons, quelqu'un qui est un jeune en région, il n'a pas accès à ça, là. Bon, il y a Internet, là, il peut aller chercher les affaires quand même, là, mais tu sais, culturellement, il n'y a pas accès à ça, là, tu sais, ça m'a amené ça tourne à vide, là, tu sais, toujours les mêmes amis, les mêmes pensées. Ben, c'est ça qui crée des espèces de clivage, là, je trouve, des fois, là. Exact, puis tu sais, on a des propositions quand même super à Montréal dans lesquelles le monde pourrait se reconnaître, là, tu sais, puis s'identifier, puis faire comme, ah ben moi aussi, je suis comme ça, tu sais, puis c'est pas en tout cas, notre show, il met en scène du monde qui viennent de Québec. Qui se retrouve à Montréal. Fait que c'est pas un truc montréalo-centriste, là. Mais on parle franglais à un moment donné parce qu'il y a un personnage qui est une anglophone de la Colombie-Britannique dans le show. Fait qu'on n'a pas le choix de parler en anglais à certains moments. Puis elle s'exprime en anglais, en franglais. Mais c'est pas... je veux dire, ça peut... Il y a quand même quelque chose du théâtre qui se fait à Montréal qui est comme souvent beaucoup plus de création que ce qu'on voit ailleurs. Puis c'est dans le théâtre de création souvent qu'on retrouve des personnages qui peuvent nous ressembler plus. Fait que je trouve ça comme bien dommage qu'il y ait comme un mur entre les deux, parce que tu sais, justement, la personne qui peut avoir une espèce d'idée encore très, très pure là, de ce qu'est le théâtre. On parle ici d'un Marivaux, on parle des affaires un peu qui peuvent, oui, être plates à regarder, puis qui peuvent décourager d'aller au théâtre parce que ça dure 3h30, il y a un entrée, puis il faut que j'y retourne. C'est chaud, là, ça c'est... Puis ici, on fait des pièces d'1h25, full punchées avec des personnages de notre âge qui nous ressemblent. Ça serait le fun pour les gens plus jeunes, puis créer un lien avec un public qui pourrait se développer en région avec ce genre de pièces-là. C'est ça, les X, puis pas les X, mais les Y puis les Z, tu sais, puis les X aussi, là, mais tu sais, je veux dire, il y a plein... Ça pourrait rejoindre le bon vieux Y de région, là, tu sais. Ouais, non, je comprends pas. Moi, je viens de Québec, comme toi. Ben oui, on vient du Lac-Beauport, les deux. Je suis allée à l'école avec sa sœur. On la salue d'ailleurs. À Montagnac, mais ouais, tu sais, moi, j'arrivais de Québec, puis j'en avais pas vu de théâtre là, à Québec, je veux dire, même si c'est plus accessible puis disponible, mais j'avais quand même cette idée préconçue-là du théâtre aussi, puis j'allais voir plein de pièces, puis j'étais comme, OK, non, mais c'est super cool. Le théâtre, j'avais vu à l'Espace Go, puis ça, j'ai vu plein de trucs super intéressants, puis wise, puis punchés, avec une belle critique sociale, puis tout ça. Fait que cette préconception-là, je sais pas, je la trouve pas légitime. Je trouve que des fois, vous l'entretenez aussi, de dire comme, il y a les théâtres un peu chiants, mais on essaie aussi de faire un théâtre plus, tu sais, on le répète souvent, puis les gens, ils acceptent cette affaire-là, puis justement, ils vont voir des pièces en disant comme, hey, je me fais chier d'habitude, mais ça, c'était cool. Tu sais, ce qui est un peu négatif. C'est complètement négatif, mais en même temps, tu sais, moi, c'est ça que je fais dans la vie, puis jusqu'à 15 ans, j'ai haï ça. Ah ouais? Okay. Genre, j'allais voir des pièces que le secondaire décidait que j'allais voir, ou après ça, il fallait que je fasse un oral dessus. Fait qu'il fallait que, tu sais, c'était comme... Ça n'a jamais été le fun d'aller au théâtre. C'était tout le temps imposé. C'était pas mes choix, puis c'était tout le temps lié à comme un travail ardu à faire par la suite. Tu sais, comme... Fait que j'ai pas aimé ça. Je m'assoyais dans le fond, puis j'étais comme... Je voulais être cool avec mes amis. Je m'en puis là, tu vas t'asseoir à côté de Jean-Philippe, là, parce que là, c'était la sortie. Il était trop cute, là. Mais ouais, c'est ça. Fait que même moi qui... Aujourd'hui, en fait, je côtoie du monde qui sont comme moi, je veux être comédien depuis que j'ai 5 ans, puis j'ai toujours aimé ça aller au théâtre. J'étais comme, moi, mon père en faisait, je connaissais plein de monde qui en faisait, j'allais en voir souvent, puis j'ai haï ça la majeure partie de mon adolescence. Fait que
je comprends full les gens qui mais je comprends comprends pas cadeau en même temps, ça peut être un petit peu aride là. Oui, puis c'est en Alexandrin. C'est quand tu comprends pas tout là, puis déjà c'est imposé, je peux comprendre. Puis tu te fais imposer justement le genre de théâtre un peu pur et classique parce que justement on veut pas te brusquer parce que t'es un ado. T'es jeune, c'est ça. Exactement. On avait fait une pièce à un moment donné, le Ventriloque de Larry Tremblay, qui est comme vraiment intéressante à présenter à des jeunes parce qu'il y a c'est super dynamique, en tout cas c'est très très cool. Puis ma prof d'art dramatique du secondaire avait dit peut-être que j'aimerais ça amener mes élèves, tout ça. Fait que elle est venue voir la pièce, puis là parce qu'on finissait en bobette brassière, elle a fait ben non. Ah ouais. Mais là, tes jeunes ont 15 ans, ils ont tous déjà fourré possiblement. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce qu'ils vont voir des messieurs en boxeur puis des madames en bobette brassière, zéro sexualisé, parce qu'en plus, c'était comme très, très clinical, puis très blanc, puis aseptisé. Puis là, tu fais, voyons donc, tu sais, je veux dire, même toi, professeur d'art dramatique, que j'adore, là, elle pouvait pas amener ses élèves voir ça. Fait que comme jeune, tu te ramasses à aller dans des théâtres institutionnels qui te montrent des affaires qui t'aiment peut-être moins. Ouais, c'est peut-être ça le problème, en fait. Ouais. C'est dans le fond le milieu du théâtre qui quand ils vont en région, là, comme si ça infantilise, puis tout ça, il faut rester dans l'espèce de cadre où on sait à qui on s'adresse, des têtes grises, puis il faut que ça soit clean, puis tout ça, fait que les jeunes, ils se retrouvent moins là-dedans, j'imagine. C'est ça, c'est quand même dommage. Absolument. Mais mettons, quand je pense à... Je suis allée voir comme quelques jeunes dans les cégeps qui ont étudié comme table rase dans le champ amoureux, puis ligne de fuite, puis je suis allée voir des jeunes la semaine passée au collège de Rosemont. Un sujet d'études, tu te rends compte? Qui viennent c'est très cool. Mais tu sais, c'est des profs aussi qui sont super ouverts, justement, là, tu sais, qui voient des propositions comme ça, puis qui font comme... Ah ouais, c'est un guess à prendre, peut-être que nos étudiants aimeront pas ça, mais tu sais, comme ils proposent quand même en lecture, puis ça sac, puis ça parle de, tu sais, comme table rase, c'est une affaire un peu... où c'est des filles qui parlent de sexualité de façon extrêmement... Ils sont un petit peu saouls, Ils sont très saouls. Ils sont très saouls, puis à un moment donné, ils font un petit jam de petits seins nus, puis ils se courent après, puis bon. Donc, tu sais, c'est assez intense, puis... mais j'ai l'impression que ces jeunes-là, quand c'est leur introduction, ils disent « OK, mais là, il y a comme quelque chose de... » Quand j'ai rencontré la semaine passée ces jeunes-là du cours de français, de littérature obligatoire, c'est tous des gens qui s'en vont en technique et tout ça, mais ils étaient comme première expérience au théâtre. Pour moi, je me suis reconnue. Ouais, c'est ça. C'est vraiment là. Ça. Puis il y a vraiment des professeurs qui font le pari que ça va intéresser les élèves, puis que oui, il faut décloisonner le spectateur, puis le théâtre, puis amener des jeunes à avoir des propositions comme ça, tu sais. Fait que d'entrée de jeu, tu sais, j'ai commencé à leur parler, tu sais, pour les accrocher aussi. Je leur parle de CUNY, je leur parle de, tu sais, que je vois des petits... Ça, c'est ma Chabot, ça. Là, oui. Pour les accrocher, je leur parle de CUNY. Non, mais mais je les vois au loin, tu sais, qui sont pas là, qui zonotent un peu, puis là, du moment où je dis le mot CUNY, tout le monde, j'adore ça quand je sens que je les ai, les étudiants, un par un, puis je sacre aussi un peu à un moment donné, puis là, ils sont dans la poche, tu sais. Et dans la gang, c'est bon. Ouais, on a eu des super beaux échanges, tu sais, puis d'humain à humain. Je parle de mes affaires, de mes histoires, puis on dirait que c'est ça, la discussion se poursuit toujours au-delà du cadre de la présentation, puis les étudiants viennent me voir, puis c'est comme si... je sais pas, en partant aussi de mes histoires personnelles, souvent, tu sais, j'ai commencé la semaine passée en disant que j'avais vécu un avortement, puis qu'effectivement, je m'étais un petit peu inspirée de ça pour la pièce, puis bon, c'était une inspiration de plein d'affaires, cette pièce-là, mais entre autres, cette affaire-là, puis ça va très bien, là, tu sais, je suis pas en dépression, là, tout est beau. Mais, tu sais, là, je les vois, puis là, ils s'ouvrent, puis là, à la fin, ils restent pour poser des questions, puis... il y a comme quelque chose de le fun d'éduquer ces jeunes-là au théâtre, mais ça va comme au-delà de ça. J'ai comme l'impression qu'il y a comme une genre de... qui se donne la possibilité de parler de leur sexualité aussi. Tu sais, j'avais donné un atelier de création aussi l'année passée, puis tous les jeunes étaient partis de leurs propres histoires, puis après le cours, ils étaient restés pour me parler de violences sexuelles qu'ils avaient vécues. Okay. Tu sais, fait que ça devient comme...
ça sort du cadre, ça devient... c'est ça lance une discussion, puis ça réveille des questionnements. Moi, j'ai l'impression que les jeunes, quand même, les jeunes, là, je généralise, là, mais ils recherchent la vérité quand même, là, avec tous les influenceurs, les vlogueurs, puis tout ça, ce qui pogne là-dedans, c'est qu'ils ont l'impression de se faire parler pour vrai, de se faire parler des vrais trucs. Je veux dire, j'ai plein d'affaires négatives à dire sur les influenceurs puis les vlogueurs, sauf que je comprends pourquoi ils aiment ça, tu sais. Ils ont vraiment l'impression de se faire parler pour vrai, puis tout ça, bon, après ça, ces gens-là, ces vlogueurs-là, ces influenceurs-là, ils sont souvent pas responsables, puis ce qu'ils font avec cette admiration-là, c'est pas toujours noble, là, leur vendre des cochonneries. Après ça, je trouve ça un peu malaisant, mais c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils recherchent là-dedans. Des fois, nous autres, on comprend pas, là, en tant que trentenaire, c'est quoi ça? Mais tu penses que c'est ça, si on se ramène à cet âge-là, là, on pense qu'on est full mature, qu'on est des adultes, on veut s'affirmer, on comprend pas que nos parents nous parlent encore comme si on était des enfants. J'ai 13 ans, comme, je comprends. Fait que, tu sais, d'avoir quelqu'un de plus vieux, mais qui se rapproche de toi puis qui te parle comme égal, mettons, même si après ça, c'est de la manipulation pour te vendre un rouge à lèvres à 15$, tu sais. Même si ça, tu fais comme « Oh mon Dieu, j'appartiens à un tribe ». Genre, puis je vais lâcher le rouge à lèvres puis je vais être encore plus dans le tribe. C'est ça, complètement. Mais il y a quelque chose de particulier là-dedans. Mais je reviens à toi qui vient de Québec, Lac-Beauport, qui a grandi dans la banlieue nature. La banlieue nature? Ouais, ça a changé depuis, c'est quand même... Tu faisais-tu partie des bourgeois au Lac-Beauport? Non, pas tant que ça, parce que mon père, en fait, il a grandi là. Fait qu'il vivait dans un chalet que ma grand-mère avait... Oui, c'était exactement. Fait que c'est ça, il a grandi là, dans sa famille, puis ma mère est venue, puis là, toutes les Chabots, on est tous au Mont-Tourbillon, là, toute la famille Chabot, c'est là qu'on est installé, comme une grosse mafia, là, en haut de la montagne. Sur quel chemin? Chemin de l'Écho. OK. Juste en haut du Mont-Tourbillon. C'est des chemins au Lac-Beauport. Ça s'invente pas. Moi, dans mon coin, c'est des instruments de menuiserie. C'était quoi l'autre? Le chemin du Pied-de-Roi, à côté du chemin de la Cogna. Non, écoute, c'est très villégiature. C'est parfait. Oui, puis on parle d'ailleurs de la vallée autrichienne dans Ligne de fuite. Puis là, tout le monde était comme, c'est what the fuck, la vallée autrichienne? Moi, je l'ai googlé parce qu'il fallait que je le dise. Fait que pour bien que j'ai l'air de savoir de quoi je parle. Je savais pas du tout c'était quoi. Okay. Mais Guillaume, je sais quoi. Il y a son repère. Mais est-ce que ça teintait un peu, ça teinte-tu ton art, venir de Québec, puis tout ça, comme il y a quand même une dichotomie, là, c'est pas la pensée Québec, là, puis je veux pas généraliser non plus aux radios d'opinion, puis tout ça, mais c'est une pensée un peu plus banlieue, je dirais, qui est pas nécessairement négative non plus, là, en ayant grandi là. Moi, je retiens plein de positifs de ça aussi, mais il y a une uniformité quand même un petit peu plus à Québec. Est-ce que ça teinte ton art un peu? Je suis... mon écriture est très redneck. Non, mais il y a comme ça... En fait, comment ça teinte? Pour Ligne de fuite, en fait, il y a comme en fond de trame ce débat-là Québec-Montréal. Les 3 filles viennent de Québec. Les 3 meilleures amies viennent de Québec. Il y en a 2 qui sont rendues à Montréal, puis il y en a une qui est encore à Québec. Fait que on sent que les gens de Québec jugent le monde de Montréal, puis le monde de Montréal juge les gens de Québec. Fait qu'on a comme les 2 parties. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas comme Québec est finalement une contrée de co-sanguins, puis de l'autre, Montréal, et Montréal, c'est la ville pense bonne, tu sais. C'est comme, vous pensez bon, puis vous êtes redneck, puis il n'y a pas de gagnant. Fait que j'aimais ça exposer cette affaire-là en étant comme montréalaise, mais de Québec dans le cœur. Je me donnais le droit de chier sur l'un puis sur l'autre. Ouais. C'est comme si je vois le positif et le négatif des deux endroits, mais c'est sûr que, tu sais, à Québec, je veux dire, tout le débat sur la laïcité, ils n'ont jamais vu une femme voilée de leur vie. C'est assez particulier. Je veux dire, à un moment donné, c'est ça, là, tu sais, là, je veux pas nous lancer sur ce grand débat politique, mais je trouve qu'à un moment donné, c'est ça, il y a comme une peur de l'autre, c'est une ville fortifiée, il y a un esprit de fortification, je trouve, dans l'esprit de Québec, la ville de Québec. Tu sais, il y avait un gars qui venait de Montréal à mon école secondaire, puis il était en secondaire 4. Il se faisait appeler Taubat, puis parce qu'il disait tête de gland. Et qui est tête de gland. Et, tu sais, c'est fou parce que il disait pas toaster, il disait toaster, puis on trouvait ça
ignoble, horrifiant. Oui, à Québec, on aime bien franciser les mots anglais. Oui, si tu dis pas roller, toaster, puis... les bagels Maguire, c'est Maguire, bagel. Non, mais là, attendez, là. Là, je comprends. C'est beaucoup d'informations, là. Moi, je viens de me chier dessus, là, tellement je suis comme, voyons, Pauline. Mais oui, beaucoup de ça à Québec, les mots anglophones, on les francise. Oui, parce qu'on... On tellement peur de l'assimilation, je comprends. Mais oui, il y a peut-être ça à quelque part. Puis il y a comme l'esprit de la petite ville qui a comme un peu... mais il y a comme un complexe d'infériorité. Mais bon, ça, quand tu dis ça, là, je me sens... moi j'ai dit ça à tout le monde en parle, je me suis tellement fait chier dessus, là. Ben écoutez, je me sens mal de le dire, mais il y a quelque chose de vrai, puis je pars de ma propre expérience. Oui, ben moi aussi, c'est ça. Quand j'ai été acceptée au Conservatoire dramatique de Montréal, j'ai fait « Oh non, je veux pas aller au Conservatoire de Montréal, je vais aller au Conservatoire de Québec. » Parce qu'à Montréal, c'est tout des estis de pense-bon. J'avais cette préconception-là. Puis je parle pas de... Dans le fond, je vais parler pour moi. J'avais un complexe d'infériorité par rapport à la grande ville. Ouais. Puis je sais pas d'où ça venait. Mais ça vient de l'entourage quand même aussi. Moi, c'est ce que j'entendais tout le temps. Oui, puis à un moment donné, tu l'intériorises. Je me rappelle la première fois que je suis venu à Montréal avec ma première blonde. Puis en revenant, genre visiter un peu, magasiner, tout ça. Puis en revenant, elle était comme, c'est pas si hot que ça. C'est comme, what? Mais qui a dit que c'était si hot? Tu sais, genre, toi, t'avais cette idée-là en venant ici. Tu pensais que c'était New York, genre? C'est comme, tu pensais qu'elle allait te lancer des fleurs. Qu'est-ce qui se pensait qui se passait ici? Qui se passe à Montréal, il y a rien d'autre que c'est une ville, là, puis c'est bien normal. C'est juste qu'elle était un peu plus rose. C'est ça, je pense que c'est ça qui fait peur aussi. Je sais pas, il y a quelque chose avec... Il y a quelque chose. Il y a une rivalité. Mais au-delà de Québec, Montréal, n'importe quelle région, puis Montréal, il y a le complexe d'infériorité. En tout cas, je parle d'expérience que de gens qui m'ont dit ça, tu sais, d'intimidation, hey, moi, quand j'arrivais pour mon cégep puis qu'il fallait que je déménage à Montréal, tu sais, j'avais peur. Puis même moi qui étais à Saint-Lambert, on s'entend que c'est 15 minutes mais la banlieue aussi, c'est mais ça. Mais la banlieue, c'est vraiment l'autre bord du fleuve. Je veux dire, je voyais Montréal tous les matins de ma cour, là, tu sais. Puis même moi, ça a été long avant que je me sente bien à Montréal. Puis j'étais intimidée. Puis là, il y avait comme un métro. Puis j'étais, mon Dieu. Oui, là, j'aime perdre. Mais on s'entend que le métro de Montréal, c'est pas... C'est bon, c'est pas Paris. Mais j'étais intimidée. Puis j'étais à l'autre bord de la rue, puis j'y allais toutes les fins de semaine, tu sais, depuis que j'étais jeune, parce que ma mère, elle aimait bien ça, aller magasiner. T'sais. Ouais. Mais c'est parce que Montréal, les médias, c'est très montréalo-centriste. On a toujours les nouvelles de Montréal, même quand on n'est pas à Montréal. Puis il y a beaucoup de négatifs là-dedans. Tabarnouche, ça s'assassine, puis tout ça, ça va être épouvantable là-bas. J'ai l'impression que c'est dangereux. Oui, qu'il y a des. Mais je pense que tu touches un point, c'est peut-être plus la banlieue versus Montréal. Québec, c'est un peu, c'est ça, c'est une grosse banlieue. Là, la pensée banlieue quand même, là, c'est protéger mon barbecue, mes 2 chars, ma petite cour, puis tout ça, c'est comme, ça c'est mon monde, puis toi reste de ton bar, il y a un peu ça quand même. Moi j'ai grandi là-dedans. Ouais, il y a un peu ça. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients aussi, là, tu sais, mais ouais, je sais pas, j'ai pas l'impression quand même que, tu dis que dans ta pièce, Montréal, je suis un peu sur le monde de Québec puis tout ça, mais j'ai jamais... En tout cas, moi, les gens que j'ai rencontrés quand je suis arrivé m'ont pas vraiment parlé de Québec ou de ça. Ouais, oh mon Dieu! C'était juste comment, lui... Ben, c'est parce que, tu sais, Montréal, c'est genre un ramassis de gens qui viennent d'ailleurs. Tout le monde vient d'ailleurs. C'est rare étrange. Des vrais Montréalais qui sont nés ici, qui ont grandi, qui ont fait leur... Tu sais, j'en connais très peu, moi, qui encore sont restés. Tu sais, je veux dire... J'en connais pas tant. Non, c'est vrai, c'est vraiment, effectivement, c'est tellement un gros melting pot que on parle pas d'où tu viens, là, jamais, là. C'est vrai, par exemple. Mais mettons, les médias, la soirée est encore jeune. Il y a bien du monde qui casse ça sur le dos de Québec. Qui font leur pain et leur beurre là-dessus. Exact. Moi, j'ai fait la tournée à Québec des radios de Québec là, pour mon show il n'y a pas si longtemps. C'était quelque chose. Quand même. Je les ai toutes faites. Là, puis il y a des radios, on parle souvent des radios de Québec, mais des radios bien normales à Québec, là, que c'est juste une radio qui font leur job. Mais il y a, mettons, le FM 93. J'ai fait Radio X aussi. Puis là, c'était... Mais tu sais, il y a une pensée très étrange de « Hey, toi, t'as parlé contre Québec à un moment donné, puis là, tu mets genre tous les auditeurs de Radio X dans le même panier. Puis ça, hey man, genre, vous faites que ça. Vous parlez tout le temps de Montréal. C'est l'inverse. C'est comme les gauchistes sont tous pareils, tous des enverdeurs. OK, fait que vous n'êtes pas capable de faire le switch, mais il y a ça quand même, là. Se protéger soi-même. Ça, c'est mon clan, c'est ma gang. Ça m'étonne toujours, moi, ça. Oui, il y a un esprit très clanique. Oui, c'est vrai. Tu peux pas venir
d'ailleurs. Là. C'est un peu difficile de se faire des amis. Moi, je plains quelqu'un qui débarque à 22 ans à Québec pour essayer d'intégrer une gang. Parce que si tu viens pas du secondaire... Si t'es pas allé au secondaire avec le monde avec qui c'est vrai, il y a ça... C'est tough de s'intégrer quand même, là, tu sais. Ben, tu sais, là, je généralise, là, tu sais. Non, mais c'est de l'expérience personnelle aussi, là. Ben, c'est ça, tu sais. T'es allé au cégep Limoilou, j'ai vu. Ouais, moi aussi. Toi aussi, Ben, coudonc! Vous avez de liens. ou quoi? C'est ça. T'es allé au sommet au secondaire, par exemple. Ouais. J'étais allé au sommet. Saint-Sacrement, par contre. OK, c'est plus... Le sommet, c'est pas mal le dernier échelon. MSS sommet, mais non, c'est ma soeur est allée au sommet. Ouais, fait que t'es allé au cégep Limoilou, c'est quand même très drôle. Ça, t'as-tu fumé des battes dans le salon vert? Non, j'étais en théâtre, moi, là-bas. Fait que je me promenais quand même pieds nus dans le cégep. J'étais une de ces étudiantes en... Ah, c'est que c'est gossant. Les étudiants en théâtre, il n'y a rien de pire qu'un étudiant. Je savais pas qu'il y avait un programme de théâtre là-bas. Oui, il y a un profil théâtre que je pense que ça fait 10 ans là, que ça a été mis sur pied. Puis c'est un super beau programme. Là, on monte des affaires, on fait de la création. Puis j'avais Fabien Cloutier comme prof dans le temps, parce qu'il était encore à Québec dans le temps. Sylvie Quentin qui travaille avec Robert Lepage. Fait que c'est vraiment des artisans du milieu qui donnent des cours là-bas. Fait que c'était vraiment, vraiment stimulant. C'est un super beau... ils appellent ça le profil, et c'est très, très le fun au profil. Sauf mais ouais, ça m'intrigue quand même sur les étudiants en théâtre. Comment ça se passe? Sûrement un peu... c'est intense, là. Étudiants en théâtre, là. C'est déjà il n'y a rien de pire. Déjà que t'arrives dans un nouveau programme avec des nouvelles personnes, puis là, il y a des clans qui se forment, évidemment. Là, il y a des alliances. Mais il y a comme quelque chose de grande famille, un peu aussi, de faire comme... Il y a un peu un esprit kumbaya au début, là, tu sais, qui est comme, on s'aime, puis tout ça, puis là, tranquillement, t'as des affinités artistiques avec des gens. Fait que moi, je me suis mis à créer avec 2 amis, puis ça a été pas mal ça pendant mes 2 années de cégep. Mais vous étiez combien? On était ça m'intrigue, excusez. On était peut-être une trentaine, 30-40, je pense, les premières années, mais là, il y a de moins en moins de monde qui s'inscrivent en théâtre là, dans les 10 dernières années. Il y a eu comme... Ouais, il y a de moins en moins de gens. Toi, t'as pas fait de programme de théâtre, Léane? Pas au cégep, non. OK. En fait... mais j'étais quand même pieds nus parce que j'étais en arts plastiques. Je faisais des arts visuels au Cégep du Vieux-Montréal. Et j'avais des baies dans les cheveux, puis j'enlevais jamais mon tablier. Mais... toujours taché. Ouais, complètement. Là, je voulais avoir des taches de peinture sur mes jeans. C'était trop cool. Ça gosse. Ouais, ça gosse. C'est que ça gosse, les jeunes. Ça gosse. Non, mais tu sais, même juste au conservatoire, là... Répéter sa tourne devant tout le monde dans l'agora, puis genre être vraiment intense, répéter sa scène. Mais moi, c'est dans les auditions, là, dans le petit local. J'ai vu des choses, tu sais, genre... Puis du monde qu'aujourd'hui, je respecte énormément, que j'ai appris à apprécier. Mais tu sais, mettons du monde là, qui saute très haut en faisant... Là, c'est tout le cliché. Là? Oui, tout le monde est là, tout le monde est stressé, tout le monde se prépare pour son audition. Mettons, tu sais même pas si tu vas être accepté, puis t'es la personne que je fais... On dirait que j'ai retardé ce moment-là dans ma vie de faire du théâtre si longtemps pour éviter des gens comme toi. J'étais comme, voyons, on dirait que c'est tout ce qui me fait peur de cette affaire-là de on est toujours en noir, puis il y a des cubes, puis on bouge dans l'espace. Je suis comme, merde, c'est tellement plus concret que ça. Tu sais, je trouve tellement qu'il y a une vision du théâtre qui est tellement weird. Romantico, en même temps, quand t'as 21 ans, c'est romantique. Mais oui, il y a quelque chose de comme... Tu veux faire des affaires weird. Oui, puis moi, j'avais fait de la performance au bac à l'Université Laval. J'avais commencé le bac. Et là-bas, on était dans la performance. Fait que j'ai déjà fait des perfos seins nus avec une tête de cheval, avec des pattes terre. Évidemment. Dans le musée des Beaux-Arts de Québec, là. C'était épouvantable, mais je l'ai fait. C'était tellement théâtreux. J'avais fait du théâtre grotowskien. Tous les vendredis matins. On s'épuise pendant 2 heures. On se jette par terre. Ça m'angoisse, ces affaires-là. Genre, tu juste m'imaginer qu'il faut que je fasse ça. Je suis très angoissée. Tu veux m'achever ou quoi? Ça libère. Non, vous savez pas. Non, mais je comprends, mais en même temps, comment tu fais pour te motiver à ça? Moi, il faut que je comprenne ce que je fais, qu'est-ce qu'on veut atteindre avec ça. Là-dedans, tu sais, comme dans la libération du corps, puis libérer l'animalité en soi. Ouais, mais il faut quand même que tu libères ton troisième œil là, en esti avant de te pitcher là-dedans, parce que c'est... C'est un exercice... C'est physique, c'est mental. Oui, c'est plein de choses. Faut que tu laisses aller toutes les barrières, ça tombe. C'est extraordinaire ce que ça fait. Non, mais tu sais, c'était vraiment absurde. Pour vrai, on se roulait les uns contre les autres, puis on pouvait comme... On avait le droit de regarder les parties génitales des autres parce que fallait libérer cette affaire-là en nous. Mais il n'y avait pas de filet, là. Il n'y avait pas de filet de sécurité en dessous de nous autres. Fait qu'il y en a qui
décollait des fois. Puis j'étais comme, OK, là, il y en a une qui me suit avec un gun depuis... Un faux gun, comme ça. Depuis 30 minutes. J'ai vraiment peur dans l'exploration corporelle de me faire arracher l'oreille, tu sais. Il y avait quelque chose d'un peu thérapeutique, spécial. Mais ça m'a appris beaucoup de choses, OK? Mais j'étais arrivée au conservatoire, puis j'étais comme, vous êtes issus du monde de l'impro, vous êtes tous nazes, parce que vous comprenez pas l'importance de l'art dramatique, tu sais. Fait que j'étais arrivée, puis j'étais comme... J'avais un gros préjugé envers l'humour. Pour moi, le théâtre, ça venait avec un esprit de sérieux sans fin. Puis, fait que j'avais une grande quête d'absolu là-dedans. Mais tu sais, tranquillement, pas vite, je me suis rendu compte qu'avoir un peu d'humour, ça pouvait détendre tout le monde. Détendre ton Grotowski. Asti, que j'avais le Grotowski collé en arrivant la tête de cheval. En même temps, il y a beaucoup d'humour dans ce que tu faisais avant sans t'en rendre compte. C'était possiblement les choses les plus drôles que tu as jamais faites, c'est juste qu'on les verra pas. C'est ça qui est dommage. Oh mon Dieu, j'espère que ça n'a pas été filmé, c'est épouvantable. Ah, God. Ils vont ressortir ça aux enfants de la télé là, quand André Robitaille va avoir 108 ans. Puis il va encore. Le cri du centaure. C'était le nom de la perfo. J'aimerais beaucoup voir ça. Mais ouais, à l'école d'humour, j'en ai fait un peu, moi, des ateliers de théâtre, puis tout ça, puis à chaque fois, je trouvais ça très, très confrontant. Mais des fois, c'était confrontant positif, où tu vas dans des zones qui disent, OK, crime, j'ai ça en moi, puis c'est cool. Mais d'autres fois, c'est juste que. Je le sais trop, là, qu'en ce moment, on fait de quoi qui a pas rapport, puis je suis pas capable de m'abandonner à ça. L'abandon, c'est de la confiance aussi. Ça, c'est une affaire que je me suis toujours demandé du jeu. Vous, faut que vous vous abandonniez sur commande. Puis, tu sais, des fois, il doit y avoir des moments où t'es comme, je fais pas tant confiance à mon partenaire ou qui me dirige ou tout ça. Tu sais, je veux dire, on a toujours la préconception que oui, là, c'est l'abandon absolu, mais il doit y avoir des moments où t'es comme... Puis là, il faut que tu le forces peut-être, comment ça fonctionne. Y avez-vous des expériences où vous vous êtes dit comme shit, OK, là, va falloir que je trouve une place en moi. Oui. C'est toujours facile, en fait, de s'abandonner ou vous avez ça naturellement, puis ça y va? Non, moi, je trouve que c'est une des choses les plus difficiles. Ouais. Puis c'est ce qui va... c'est ce qui va faire la petite différence, une coche de plus de quelque chose de vraiment bien réussi ou pas. Tu sais, je pense que... Il y a quand même quelque chose d'infiniment technique aussi au jeu. Puis il y a des grands techniciens qui seront toujours super bons. Puis j'en connais du monde que je vois juste, il était bon, elle était bonne. Il y a comme une affaire qui, c'est pas venu me toucher ou quelque chose. Ils vont pas dans la couche de plus, mais ils restent dans la technique. Puis puis je pense que c'est une belle façon de se protéger aussi par rapport à, puis on en a tous fait des projets qu'on regrette ou qu'on fait... personne n'était sur son X, puis ça n'a pas blendé, puis telle affaire. Ou t'espères de te faire frapper par un char avant d'y aller. Là. Et comme, s'il vous plaît, un accident, une appendicite, quelque chose qui fait en sorte que je peux... D'être en coulisses, puis de faire, faudrait qu'il y ait un feu, là, faudrait qu'il y ait une alarme, quelque chose pour qu'on joue pas. C'est déjà arrivé, puis je pense que c'est dans ces moments-là, justement, que quand tu t'abandonnes pas, que tu deviens un petit peu plus fermé, tu te protèges, puis autant que ce soit un partenaire ou encore un texte qui marche pas ou un metteur en scène qui marche pas, il y a plein de façons, puis tu fais... Ben, c'est ça. Aujourd'hui, le théâtre, ce sera dire des mots dans le bon ordre, du mieux qu'on peut, en essayant de tout le monde se sauver un peu la peau. Tu sais, c'est arrivé. Ouais, c'est arrivé, mais tu sais... Mais pas dans ligne de fuite, là! Non, parce qu'on a beaucoup de plaisir, on s'est abandonné. Mais non, mais c'est des projets, c'est des faut, quand tu choisis d'embarquer dans un projet, habituellement, mais c'est parce que la gang te tente, le metteur en scène, il faut que ça te parle à ton cœur. Puis... tu peux te tromper aussi, c'est ça. Oui, tu peux te tromper. Des affaires surprenantes. Ouais, c'est en tout cas, moi je suis pas un comédien, mais j'ai déjà fait des auditions, des trucs, puis tout ça, puis j'ai comme découvert à quel point je n'étais pas un acteur quand j'ai fait une audition avec un truc amoureux, puis là, tu sais, genre, on s'embrasse, puis ça, puis là, moi, j'ai fait comme... Tu sais, je suis comme... je suis pas un comédien, je veux dire, elle peut pas me faire confiance, elle, là. Moi, je suis comme, ben voyons donc. Mais c'est normal, tu sais, première audition, faut que tu donnes un bec, là, c'est normal. C'est très rare. On aurait tous ri. Mais quand même, tu sais, je me suis quand même dit que, OK, tu sais, pour être comédien, il faut quand même que tu sais, comme... Il aurait fallu que je sois dans... Je me détache de ça, j'incarne quelque chose d'autre, puis je suis pas nécessairement capable, puis ça,
c'est malaisant pour quelqu'un qui est probablement une vraie comédienne qui est comme, OK, toi, en ce moment, t'es plus ou moins là. Ça doit être... c'est ça, j'ai réalisé à quel point c'était une relation de confiance, là. Il fallait que tu établisses un lien. Tu établis le lien, puis tu fais des jokes avant, là. Tu le ris, tu donnes un bec, puis tu fais comme... Tu sais, j'ai fait un film l'été passé, puis deuxième journée de tournage, il fallait que je French Louis-José Hood. OK, le film Menteur. Oui! Oh my God! Joke, Louis-José. Louis-José, c'est le fun. T'es full French à miam. Ah oui, miam. Mais tu sais, fallait détendre l'atmosphère, là. Puis avant, tu sais, à l'extérieur, tu sais, comme pas sur le plateau, on répétait la scène avec le réalisateur, Émile Godreau, que je salue, qui est extraordinaire. Et on se donnait, tu sais, on s'est comme donné des petits becs juste pour briser ce malaise-là, mais tu sais, comme juste un... OK, là, faites-le pour vrai, là, la scène, puis ça finit avec un bec. Fait que donnez-vous un pas le vrai bec, là, mais c'est juste pour, comme... OK, fait que c'est quand même difficile, peu importe. Oui, mais donner des becs, là, mais oui. Ben, dans le sens que c'est très intime. Ben oui, c'est ça, c'est intime. Puis même si tu le fake, là, je n'aime pas le mot fake, là, mais même si tu le joues... il n'y a pas de langue, là, c'est quand même... C'est quelque chose, là, c'est un rapport intime. Oui, parce que moi, je trouve que c'est comme des... Ce qui est comme rochant, c'est que c'est des mini-viols, mais moi, je me sens violeur. Okay. Pas que je me sens violée. Je fais, tu sais, d'habitude, les gens avec qui j'ai eu des baisers ou qui m'ont embrassé ou que j'ai embrassé dans la vie, généralement, tu sais, c'est parce que ça leur tentait, tu sais. Là, je fais, hey, lui, ça lui tente peut-être fuck all de m'embrasser, puis je me sens super mal. Mais c'est vrai que c'est une espèce d'une forme de, pas un viol, là, le mot est fort, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Il y a une... Tu rentres dans l'intimité de l'autre. Il faut faire ça, on est payé pour, mais... Puis après ça, il y a toujours l'espèce de petite limite de... Puis, je veux dire, on en a vu souvent là, des romances qui sont commencées dans les affaires. On a vu beaucoup de tromperies aussi dans ce milieu-là. L'autre, il enjoy en ce moment. Là, ça puis là, toi, tu veux surtout pas avoir l'air d'être celle qui enjoy. Fait que là, des fois, tu te retiens. Puis l'autre, t'es comme, voyons, on dirait que ça clique pas parce que toi, t'es comme full retenu. Il y a comme tellement d'affaires. Là, on parle d'un baiser. On n'est même pas dans une scène de baise ou de douche ou de whatever. Que tu sais, il y a énormément de sous-couches à comment que ça peut devenir malaisant. Ah, mais c'est ça que je me posais comme question. Je pensais que c'était plus, tu sais, la technique pouvait faire en sorte que bang, là, moi je suis dans une autre zone, ça va super bien, puis pas tout le temps dans le fond, c'est ça. Tu peux embarquer dans cette affaire-là, comme dans Le Chant amoureux, tu sais, on était une pièce que j'ai... Oui, ça commençait par un cuni, right? Et ça commençait pas, il y en avait un par contre. Mais on commençait tout nu, on sortait de la douche. Ouais, que j'ai vu, ouais. Oui, ben c'est ça, tu sais, il fallait comme se mettre nu, se frencher à plusieurs reprises, tu sais, fait qu'il y avait comme toute cette affaire-là que, tu sais, comme... qu'il a fallu faire à un moment donné, tu sais, puis comme laisser tomber les barrières, puis qu'on rentre dans une vraie intimité pour faire croire à ça aussi. Ouais. Mais j'imagine qu'au théâtre, il doit y avoir quelque chose que il y a un public, une espèce d'adrénaline de plus, ou qu'on y va, là, let's go, puis j'ai même pas le moment de penser à... C'est moins intimidant. Okay. De faire ça devant un public de théâtre que de faire ça devant une équipe, devant une caméra, puis genre 30 personnes autour de toi. Mais je pense que c'est le même principe que de chanter devant 4 personnes ou 100 personnes. Ouais. Je pense que la masse anonyme devient vraiment moins impressionnante finalement que les 5 personnes qui font comme « c'est un close set ». C'est ça? Oh, merde! Oui, c'est un close set, mais vous êtes quand même 8. Vous êtes quand même là. Puis là, le monde essaie de pas regarder, puis ils font comme, je regarde à terre, inquiétez-vous pas, faites votre affaire. Ouais, mais c'est encore plus malaisant. Puis comme là, c'est comme, on a vraiment une vraie bulle intime. C'est quoi tu veux vraiment voir, dans le fond? T'es comme, non, je regarde vraiment pas, là. Mais non, c'est ça. C'est vraiment, il y a bien des affaires niaiseuses qu'on fait, que c'est comme, c'est bizarre notre métier d'être des petits bonhommes qui font des actions ensemble. Ben oui, c'est pas votre métier quand même. Je trouve ça quand même intense, là, tu sais. Puis je parlais d'audition, là, j'en ai fait. Puis ça, comment vous faites ça? C'est quoi le problème? C'est la pire, c'est la pire chose. C'est dégueulasse. OK, vas-y, let's go. Puis tu sais, des fois, moi, ça m'est arrivé, ils regardent même pas. Comme moi, OK, ouais, c'est bon. Alright. Je le savais dès le départ, c'était pas moi, juste physiquement, je sais pas trop quoi, la vibe. Puis là, tu fais comme, OK. Faut que tu y ailles pareil, alors, puis pour vrai, dès que tu rentres, tu le sais que tu as une chance ou pas. T'sais. Des fois, tu rentres dans une émission, ils ont trouvé là, eux autres à 2h cet après-midi, moi j'arrive à 5. Il y a plein de fois où tu le sens. Un café. C'est ça. Là, tu fais, hey, au pire, la gang, on n'est pas obligé de se faire vivre ça. Personne. Moi, je serais vraiment plus heureuse, mettons, de rentrer puis que tu me dises, hey, pour vrai, je pense qu'on a trouvé. Puis si vraiment, là, je fais, non, attendez, j'ai vraiment quelque chose de formidable à vous proposer, comme peut-être je le ferais. Backflip. Mais ouais, c'est ça, pas cool, là, tu sais. Mais sinon, je fais, hey, faites-nous pas vivre ça. C'est une des pires. Puis je pense, puis ça part jamais avec le temps. Je pense que personne sait c'est quoi le stress d'une audition, à part n'avoir passé une. Ouais. Puis même les gens qui les font passer, ils savent pas, je pense. L'audition commence le jour où tu te fais dire tu vas avoir une audition. Ouais. Là, ça dure une semaine, t'as les épaules jusqu'ici, tu stresses, t'as chaud pendant vraiment
toute la semaine d'attente. Ouais, là, tu fais ton audition. Puis le stress finit pas là. Le stress, il finit quand tu te fais dire oui ou non. Ce qui peut arriver, là, 3 mois plus tard. Ben oui, moi, j'ai eu un 3 mois à un moment donné de processus, tu sais. Que finalement, ça finit par un oui. Fait que, tu sais, des fois, tu te dis, même pas, c'est pas 3 mois, tu sais. Mais il y a des affaires, des fois, puis là, un callback. Puis là, moi, je suis plus stressée au callback qu'à l'audition. Parce que là, tu fais, OK, fait que là, ça se roule. OK, là, on est 3. Là, on est 3. Là, on est 2. Là, on se connaît en plus, puis là, on se croise tout le temps. Ben oui, il y a ça aussi, là. Mais tu sais, comment vous faites là, pour l'aspect compétitif? C'est obligé, là. C'est obligé, il y a de la compétition. Je veux dire, il peut y avoir de l'entraide aussi au travers de ça, mais c'est quand même... C'est fou que... Mais il y a beaucoup de compréhension. Ouais, mettons ce que t'as pas, là. Mais quand on dit non sur un truc, puis là, tu le sais. Après ça, tu le vois. Finalement, c'est elle. Des fois, c'est parce qu'elle est plus connue. Puis souvent, sinon, c'est parce que... Il y a beaucoup d'affaires de casting aussi. C'est niaiseux, mais tu sais, il y a comme... Il y a des vibes qui se ressemblent, mais on est chacun des individus uniques, là. Fait que si tu choisis pas toi, c'est parce que la vibe de l'autre fitait plus. Ouais, mais on est tous humains, tu sais. Ouais, ou le physique, même. Le physique, l'espace entre tes deux yeux. Tu sais, il y a tellement plein d'affaires qui jouent. Des fois, c'est niaiseux, tu fais comme, mais on peut se teindre les cheveux, là, tu sais, comme, ouais, on cherchait une brune. Ben ouais, mais... C'est super simple. OK. Cool. Genre, tu sais, des fois, il y a des affaires de même, c'est des niaiseries, des 2-3 ans de plus vieux, trop jeunes, des affaires de même. Après ça, c'est aussi, hey, faut qu'on fasse une famille, il faut que ça se puisse, comme eux autres, il faut qu'ils aient l'air de venir de la même place. OK, elle, faut qu'elle vienne de Val-d'Or, fait que malheureusement, j'ai besoin de quelqu'un avec des épaules plus larges. On dirait qu'elle vient d'une famille de gars de shop, puis il faut qu'elle ait comme une carrure. C'est des niaiseries de même, des fois, que ça n'a pas par rapport au talent, c'est pas qu'il y en a une qui est moins bonne et l'autre meilleure. Quand t'es là, c'est que t'as du talent. Peu importe, tout le monde a du talent quand tu te ramasses en audition. Tout le monde est bon, tu sais. Fait que c'est vraiment... Ça nous regarde pas. Mais en même temps, ils t'appellent pas pour t'expliquer, là, on aurait vraiment aimé, mais finalement, tu sais, non, ils te font juste... Ils appellent celui ou celle qui l'a, c'est tout. Ouais, souvent, ben, c'est parce que l'agent qui reçoit le non ou le oui fait souvent comme, OK, qu'est-ce qu'il y a pas... Tu sais, pourquoi? On a-tu une raison X ou Y? Puis des fois, ils font, mais gros coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Fait que tu fais, ben là, on peut pas se battre contre ça. Des fois, c'est très bonne audition, mais pas le physique qu'on recherche. Ou, tu sais... Fait qu'on dirait que ça nous regarde pas. C'est ça qui... En tout cas, moi, c'est mon mindset de faire comme... Je suis pas en compétition avec les autres dans ma tête. J'haïs ça, aborder ça comme ça. Ça m'écœure. Ben, c'est parce que sinon, on s'en sort pas. Sinon, on s'en sort pas. Sinon, on va tout se tuer. Non, c'est ça. Chacun a son énergie, puis c'est une affaire de... Ça fait dessus. Tu sais, j'ai été de l'autre côté, puis j'ai fait passer des auditions pour le personnage de Zora dans Ligne de fuite. Puis c'est tellement dur d'être de l'autre côté aussi. Tu sais, là, c'est ton projet, tu vois plein de monde que t'aimes, puis t'es comme si tout le monde est bon, puis oh my God, comment on va faire? C'est déchirant, c'est crève-cœur, puis tu sais, t'as un coup de cœur, mais là, il faut que t'en discutes avec les gens à côté de toi. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est super ardu, puis laborieux, puis fait que l'autre position est tough aussi. Ouais, non, je comprends ça, c'est clair. Mais moi, j'aime bien voir ça comme ça reste dans la famille, là, souvent, là, tu sais, puis évidemment, il y a beaucoup de gens dans ce milieu-là qui sont comme des amis. On est pas mal. Tu sais, mettons, Ligne de fuite, Catherine puis moi, on a passé, je crois, 3 auditions pour le même rôle pendant le processus, tu sais. Là, tu fais, voyons, c'est normal. Mais finalement, on n'a rien eu personne. Désolé, les filles. Tu sais, tous les jours, tu fais, crotte, puis là, si c'est elle, ben, je vais être full contente. Mais je vais être déçue pour moi. Mais si c'est moi, ben, je vais être full déçue pour elle. Merde. Tu sais, fait qu'il y a comme... Fait qu'on faisait nos auditions en même temps, on est comme, yes! Ça reste en famille. Bonne chance. Ben, let's go, amuse-toi, puis je te le souhaite. J'ai cette relation-là avec plein de monde aussi que je leur souhaite, puis je fais... Ben, tant qu'à ce que ce soit pas moi, autant bien que ce soit quelqu'un que j'aime. Non, ça, c'est sûr et certain, mais c'est quand même... Tu payes ton loyer comme ça, là, c'est comme c'est insécurisant là, comme métier, là, t'es toujours dans c'est incertain, c'est quoi ma prochaine job, mais il faut accepter ça. Mais c'est quand même, c'est rough, là, c'est difficile. Non, mais je pense, tu sais, je veux dire, mon métier aussi est insécurisant d'une autre manière, mais vous gagnez plus cher que nous. Ça dépend. Mais ça dépend vraiment, je te dis. Non, regarde, c'est vraiment une joke. Mais tu sais, quand tu fais de la télé, quand tu fais de la télé, mais non, moi, je pense au théâtre, à quel point on est un art pauvre. Mais en même temps, on est comme un peu, tu sais, toi et moi, on essaie, tu sais, on écrit nos affaires, on est très dans l'action, là, tu sais. Parce que si on est... En tout cas, moi, personnellement, si je n'étais pas dans l'action, je serais caissière au IGA ou je ferais autre chose ou je sais pas quoi, là, tu sais, mais ça serait pas possible pour moi de vivre comme étant interprète
seulement puis attendre que le téléphone sonne, parce que c'est pas une affaire de non plus de j'ai bien écouté mes professeurs au conservatoire, puis je me dis il faut que je me prenne en main, puis que je fasse crée mon propre travail, que je crée mon propre travail, et que j'ai ma compagnie de théâtre en sortant. Non, c'est comme une vraie impulsion. J'ai vraiment des choses à dire. J'ai envie de prendre parole dans l'espace public, de m'exprimer, d'exprimer une vision du monde. C'est comme inhérent à ma personne depuis tout le temps. Fait que c'est pas comme une affaire de répondre à une demande. C'est comme plus fort que moi. Si je faisais pas ça, je serais malheureuse d'être juste une interprète. Fait que c'est comme important pour moi de créer quelque chose dans le monde. Il y a comme un couteau à double tranchant, je trouve, quand même, au Québec. C'est que on n'a pas le choix de diversifier puis d'avoir plusieurs cordes à son arc. Après ça, ce qui est difficile, c'est que les gens veulent pas nécessairement qu'on ait plusieurs... Tu sais, genre, le public comme tel, ils veulent te mettre dans une affaire, tu sais, puis ça fait pas leur affaire, eux autres, là, que tu passes d'une affaire à l'autre. Ou en tout cas, c'est très difficile. Puis même pour les gens... En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça au départ parce que je m'étais dit, je peux pas être seulement une interprète, j'ai pas assez de talent, puis je travaillerai pas assez. Fait que là, tu fais, OK, ben peut-être plus essayer d'animer des affaires. OK, m'a faire des concepts. Moi, tu sais, puis là, après ça, c'est que les gens veulent plus te voir comme une interprète. Tu sais, moi, nombre de fois que j'arrive à quelque part, puis le monde pense que je suis humoriste, je m'en fouise, là, tu sais, que le monde pense que je suis humoriste, c'est juste... Moi, je l'aurais jamais, ce courage-là, d'aller tout seul devant une scène, puis de faire ce qu'on disait tantôt, de promettre aux gens de faire rire. Impossible. Comme... Pourtant, je ferais tellement un bon stand-up, là. Ben écoute, on pourrait appeler ça des conférences. Mais, tu sais, je le ferais pas, puis c'est pas ça mon métier, puis j'ai pas étudié là-dedans, puis je serais pas capable, moi, de construire une heure de... Tu sais, je suis pas capable. Fait que, puis là, le monde veut ça, puis là, après ça, tu sais, j'étais allée passer des auditions que moi, je rentrais, puis le monde était comme... Hein? Puis il y a du monde qui voulait pas me voir en audition, ou après ça, tu sais, je faisais le truc, puis il fait... Ah, mais... T'es capable? Ça te tenterait-tu, toi, de jouer du dramatique? Je me fais poser ça à l'audition. Fait que t'étais vraiment cantonné comique, là. Ben, en fait, humoriste, tu sais, puis animatrice, parce que j'ai animé des affaires. Fait que là, tu parles en ton nom, fait que t'es plus nécessairement un personnage, fait que tu deviens une personnalité publique, un mot que j'aille, tu sais. Fait qu'il y a comme une espèce d'affaire que tu fais... Pourquoi ici, tu sais, je veux dire... À plein d'autres places dans le monde, c'est Fabrice Lucchini, là, je veux dire, il est autant le meilleur acteur dans les films que dans le Molière qui fait son one-man show, que tu sais, il y en a pas vraiment de barrière, puis tout le monde se crée son affaire. Ouais. Ici, on est comme bien dans nos petites cases, tu sais. Mais là, tu as eu ton premier film dramatique. C'est un film dramatique, là? Oui, mais il y a quand même de l'humour à travers ça, tu sais. Ça s'appelle Rire, c'est ça? Ça s'appelle Le Rire, oui. Quand même, il doit y avoir une couple de... Il y a des gens qui vont être super surpris, je pense. Le Rire avec Léane Labrèche. Ça commence, je suis tout nu dans la guerre. Mais il y a quand même une part de dramatique là-dedans. Mais toi, fait que t'as l'impression, toi... Ben, je pense que ton père aussi a vécu ça, là, c'était un acteur plus dramatique, puis à un moment donné, c'était comme... Oui, mon père, il a fait le choix, lui, à un moment donné, il a fait « Hey, mon Dieu Seigneur, là, moi, je fais des projets avec mes amis. J'ai full de fun. » Puis cet aspect-là, là, de passer des auditions, de jamais être sûr, puis ils ont galéré, là, mes parents, en esti, là, niveau monétaire, tu sais. Puis à un moment donné, il voulait pas, lui, faire La fin du monde taciteur, il s'était fait proposer ça. Il était comme « Je me tente pas de faire ça, j'ai pas envie d'animer, je veux être un acteur, gna. » Puis finalement, le fait... Puis lui a trouvé finalement plus de plaisir à créer avec du monde qu'il aimait. Puis il est comme, après ça, resté là-dedans. Ouais. Il a comme pas eu à trop essayer de fighter. Puis je pense pas qu'aujourd'hui, il se dit comme « J'aimerais ça que les gens m'engagent comme comédien. » OK, ouais. Mais je pense pas. Mais je pense un peu... que tu l'invites. Ouais, non, mais... en parle. Mais je pense un peu... il y a quand même un lien avec toi. Comme s'il y a un talent comique. T'as un talent comique tellement naturel, tellement efficace que, tu sais, c'est comme... Ça c'est fort, puis les gens ils le retiennent, puis c'est peut-être pour ça. Oui, c'est tellement le fun. Moi, je suis très heureuse quand je peux jouer des textes, mettons celui de Catherine qui a énormément de répliques savoureuses, juicy, le fun, rythmées, qui vont chercher le comique. C'est tellement le fun à faire. Ouais. Puis en même temps, il est super tragique, comme ce personnage-là, il était tellement triste. Il est tellement triste. Il est dépressif, ce bonhomme-là. Là. Il est dans son troisième sous-sol. Ouais. Pas pantoute. Complètement saoul en plus, puis amer. Mais c'était parfait. C'était le fun à faire. Mais toi, c'est ta troisième pièce, c'est ça? Oui. Crème, tu produis quand même pas mal, beaucoup. As-tu une discipline par rapport à ça? Oui, il y a quelques chapeaux. Est-ce que tu te fixes des objectifs très clairs, très définis, ou non, c'est juste ça y va comme ça, ça sort de même? C'est vraiment fait de façon organique. Tu sais, mettons, table rase, on était une gang de filles, on s'est rencontrées
chaque semaine pendant 1 an, je savais pas que j'aimais écrire des dialogues, mais c'est comme en développant tout un ce truc-là autour du collectif avec la metteur en scène qui était là aussi. Ça a été un truc collectif qui m'a amené justement à découvrir l'écriture, puis l'écriture de dialogue. Fait qu'après ça, avec Dans le champ amoureux, j'étais en rupture. Fait que c'est comme un peu en phase avec mes questionnements de vie, là. C'est collé sur ce que tu vivais. Quand même, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de théâtre, puis d'exagération, puis d'hyperbole, puis de tension, puis de conflits qui n'existent pas dans la vraie vie, là, évidemment, mais ça partait d'une place, comme Dans le champ amoureux, c'était comme une nécessité, là, j'étais en rupture. Mon ex, j'ai été avec lui pendant 7 ans, puis tu sais, on avait... Hugo? Parle-moi pas d'Hugo! Parce que Léane sortait avec mon coloc à l'époque. Pendant qu'elle sortait avec Hugo. Pendant qu'elle sortait avec Hugo. Fait qu'on s'est croisés dans la cuisine une couple de fois, puis je l'ai entendu philosopher, Hugo. Mansplainé un peu, hein? Il m'a un peu, ouais. C'était un philosophe ou... OK. Ouais. Ah ouais. Non, mais... Ouais. Ah oui, il était super. Oui. Mais tu sais, à un moment donné, j'étais comme... Je me resservais du vin. C'est bien, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Peut-être que je vais pogner le mood à un moment donné. Ah, c'est bon. Mais non, mais c'est ça. Il est extraordinaire, il est fabuleux. Mais il est philosophe. Mais c'est un philosophe. Mais en fait, la figure de l'intellectuel m'intéresse beaucoup. Ouais. Mais t'en es une! Non, je pense pas. Non, c'est vraiment un gros complexe. J'ai un complexe. J'aurais adoré être une philosophe, une intellectuelle. Il faudrait que je fasse un bac en philo avant de mourir, juste comme pour me donner comme juste pour mon je pense que t'es pas obligé de ça. Fais juste, tu sais, prends les livres qui t'intéressent, lis-les, puis tout ça. C'est quand même accessible, la philo, plus qu'on pense. Ben oui, est-ce que tu fais déjà beaucoup? Mais j'essaie d'intégrer un peu de matière. C'est parce que Ligne de fuite, en fait, le titre, c'est par rapport à Deleuze. Oui, c'est ça, mais j'ai une amie, j'ai la chance d'avoir une amie qui a fait une maîtrise sur Deleuze et qui m'a tout expliqué. Ah ouais, elle a fait une maîtrise sur Deleuze? Oui. Allô? Mais en urbanisme, en plus, tu sais. Fait que, non, oui. Mais c'est quoi le lien? En fait... La ligne de fuite du dessin de... En fait, elle s'intéressait au pont Jacques-Cartier, puis à l'urbanisme de ce lieu-là, puis à ce que ça crée, l'influence de cette structure-là, où il y a eu beaucoup de suicides sur le pont, puis tout ça, puis ça donne dans un quartier pauvre, puis tout ce que l'architecture puis l'urbanisme peut induire de sensible dans les liens qu'on crée avec la ville puis avec les autres, puis à quel point il y a comme tout un réseau de sens qui se forme autour des infrastructures. Fait qu'elle est partie de Deleuze pour réfléchir à ça. Mais tu sais, je l'ai pas lu, il est très, très complexe à lire. Fait qu'elle m'a fait un beau résumé. Puis j'étais très contente. Mais je m'entoure du bon moment. Non, mais j'ai vraiment... j'ai des amis qui sont formidables, qui me nourrissent énormément. Mais si tu veux expliquer un peu ces lignes de fuite, en fait. Le concept de la ligne de fuite, c'est en fait... C'est un devenir. C'est un désir, c'est une pulsion. J'adore! Ça va, tu les Non, je vais juste reprendre des répliques de la pièce qui m'appartenaient même pas. Mais en fait, dans la vie, t'aurais la ligne dure, qui est la ligne un peu habituelle, le parcours usuel qu'on suit. Là, la naissance, le travail, le salariat, la mort. Elle est tellement bien fait de voir. C'est incroyable. Elle a lu le programme quelques fois. Je suis arrivée préparée aujourd'hui pour toi, Guillaume. J'ai vraiment tout relu. La ligne souple, ce serait quoi, donc? Ah, celle-là, on en parlait moins étudiée. C'est ça qui... Plus souple. C'est plus souple. La ligne souple, en fait, c'est quand tu déroges à la ligne dure un petit peu, tu sors de l'ordre établi, que, mettons, que tu commets une infidélité, que tu voles un mascara aux gens coutus. Les petites rébellions. Les petites rébellions, des petites grèves spontanées, tu sais, comme toutes ces affaires-là. Puis en plus, en fait, on est toujours ramené à la ligne dure. Ensuite, tu sais, comme on reste jamais vraiment à la ligne souple. Mais la ligne de fuite, ça serait une ligne parce qu'on serait fait de plusieurs milliers de possibles latents à l'intérieur de soi. On aurait comme 1000 avatars à l'intérieur de nous. Un peu comme dans DOA. Je l'ai pas écouté quand même. Non plus. Et soda! À la maison! J'en ai entendu parler, ouais. Ah oui, fait qu'il y a plein de... Ils vivent leurs lignes de fuite. Ils sont dans des univers parallèles, mais c'est toujours un peu des versions d'eux-mêmes qui se retrouvent dans plusieurs... mais là, je peux pas vous vendre des punchs de même. Ah, mais c'est deleuzien au bout! C'est très physique. C'est complètement deleuzien. C'est complètement philosophique comme série.
OK, ouais, OK. Intéressant. Mais continue, ben non, tout coupé, écoute, c'est ça. C'est comme... c'est ça. On serait fait de plein d'affaires. Puis la ligne de fuite, ça serait de saisir une impulsion, un désir et de se déterritorialiser. Donc, partir d'un territoire connu qui est de ce qu'on connaît, ce qu'on est, avec nos paradigmes, notre réalité, notre façon de vivre, puis d'évoluer à l'intérieur des institutions qui nous régissent, puis de sortir de cette affaire-là. C'est comme tu shifts ta perspective. Complète, là. Ouais, fait que, c'est comme très abstrait et poétique. J'en parlais justement avec Hugo récemment, puis il était comme... C'est un peu de la bullshit intellectuelle, reprise par les anards, puis tu sais, comme... C'est comme tout un gros spin, là, tu sais, là-dessus. Il y a bien des trucs philosophiques aussi qui sont des concepts, là. Oui, comme... exactement. C'est comme un peu... C'est ça, oui. Fait que, mais dans Ligne de fuite, le personnage qui parle de ce concept-là, il l'utilise comme pour cruiser une fille, Et comme moi, ma ligne de fuite, c'est le couple ouvert, parce que je découvre une nouvelle version, une façon d'exploiter la sexualité. Oui, d'explorer une autre vision de moi, de soi, des autres, du monde, à travers ça. Puis, tu sais, comme, il y a toute cette affaire-là. Fait que, tu sais, dans le concret, une ligne de fuite, qu'est-ce que c'est? C'est de... on dirait que, tu sais, mettons, quand je prends une expérience personnelle, juste pour que ça devienne un peu concret... Ben c'est ça, le couple ouvert, peut-être. Le couple ouvert, j'allais partir d'une autre affaire, là, puis j'aurais fait dévier le sujet. C'est un bon exemple. On peut continuer d'avancer dans la discussion. Mais c'est ça, c'est comme de se déterritorialiser puis aller vers ce qu'on connaît pas. Fait qu'une partie de soi qui est complètement inconnue, sombre et dans l'obscurité, puis on décide de... tu sais, de la suivre. Mais pensez-vous qu'on est rendu là, collectivement, à un moment donné, il va falloir prendre notre ligne de fuite collective. Oui, ben c'est ça, tu vois, avec la crise environnementale, puis ça, à un moment donné, il va falloir... On n'aura pas le choix de s'imaginer autrement. Il va falloir se réinventer, puis choisir une autre voie, là. Mais tu sais, pour que ça soit efficace, il va falloir créer, genre, une nouvelle ligne dure. C'est ça qui est weird. C'est de garder l'espèce de flou, va juste... Mais... Pour moi, garder le flou en ce moment de la ligne de fuite, c'est comme laisser à chacun la décision s'ils veulent être ermite ou recycler ou whatever. Tandis qu'il va falloir créer carrément une ligne dure qui dit... Alors, pas le droit de faire ça, pas le droit de faire ça. Malheureusement, ça, c'est terminé. Cette époque-là est révolue de plastique. Vous, les entreprises planétaires. Mais c'est vrai que notre approche à ce problème-là est très individuelle. C'est comme... Puis c'est très... Et c'est limité, finalement, ce qu'on peut faire comme petit individu dans la masse. Oui, mais en même temps, quand tu récupères ça là, dans ce beau système-là, tu peux te valoriser par ça. Puis moi, je consomme d'une manière où je suis valorisé. Puis tu continues finalement la même affaire. Instagram de ton cellulaire complètement polluant en disant que t'es allé à l'épicerie bio, puis là, tu fais... Il y a quelque chose de très étrange là. D'incohérence. Moi, mes parents sont encore à Québec, là, tu sais. Puis, tu sais, écoute, je veux pas dire qu'ils écoutent les radios d'opinion, puis tout ça, mais pas mal plus conservateurs que nous autres, là, tu sais. Puis, genre, je pense que mon père croit même pas au changement climatique, ou plus ou moins, là, tu sais. Mais ils sont 1000 fois plus écolos que nous autres, là. 1000 fois plus écolos que moi. Ils ont pas d'ordi, ils consomment pas beaucoup, ils ont toujours le même linge, les mêmes affaires. Il y a rien qui bouge. C'est vraiment, l'empreinte carbone est nulle pour eux autres. Mais ils croient plus ou moins à ça, puis ils font leurs affaires pendant que, tu sais, moi, je suis à côté, puis faut changer des choses, puis je vais poster. Tu changes ton iPhone à tous les 2 ans. Ouais, oui, parce qu'à un moment donné, il fonctionne plus, Chris. Mais non, mais c'est ça, t'as pas le choix. Mais oui, puis non, mais c'est fou parce que... Mais ce qui arrive souvent, en fait, c'est justement les gens qui... puis ce que t'as représenté aussi avec le personnage de Jérôme dans la pièce, c'est l'espèce de cliché, justement, du gars de Québec, entre guillemets, qui chasse et qui est un peu redneck, ça, mais qui, finalement, est 20 fois plus autosuffisant. Ouais. Parce qu'il chasse, il trappe. Il chasse, il trappe, il pêche. Il aime ça faire ça. Puis il se pose pas de questions, mais tu sais, lui, il a pas besoin d'un iPhone. Là. Il a un vieux téléphone. Il doit avoir une ligne fixe avec un répondeur. C'est ça, exactement. Il a pas besoin d'un MacBook Pro parce qu'il s'en va pas travailler dans un café pour écrire. Puis, non, mais il y a un pick-up, mais en même temps... C'est bien la seule affaire. C'est bien la seule affaire qu'il y a, mais en même temps, une voiture hybride, tu t'achètes ça, puis c'est comme pour que ça soit rentable. C'est comme, ça prend tellement plus d'années que finalement utiliser un Dodge Ram pendant 10-15 ans. Là, fait que tu sais, comme à chaque fois, il y a toujours la contrepartie que tu fais comme,
oui, on a développé des alternatives, mais ces alternatives-là sont tout autant polluantes. Alors, on est toujours un peu fourré dans cette affaire-là. Et nous, on est prisonniers des choix de consommation. Là. Oui, c'est un système de consommation. Fait que toi, tu peux juste choisir ce que tu consommes, mais oui, mais il y a une limite à ça. Oui, puis de remettre la responsabilité sur l'individu aussi. Ben, c'est fort de café, parce que le problème, il est systémique. Fait que je trouve ça tellement hypocrite de la part de nos élites de nous culpabiliser en tant qu'individus aussi. Puis nous, on se culpabilise entre nous, puis on achète zéro déchet, puis on essaie d'être comme de faire planter des arbres quand on va au Mexique, tu sais, mais en même temps, oui, notre pouvoir d'achat, là, puis qu'est-ce qu'on achète, puis qu'est-ce qu'on décide de... Mais c'est sûr, on fait partie quand même de... C'est une utopie à quelque part. Si on le fait tous ensemble, on va peut-être changer les choses, mais tu sais, à un moment donné, comme tu disais, ça va prendre des lois, des règles, tu sais. C'est fucked up que ça soit pas genre notre premier réflexe de comme... Hey, ça devrait pas être légal, là, genre mon téléphone, que je puisse acheter ça, puis que ça exploite des gens, puis que c'est les minéraux, puis toute la pollution, ça devrait pas être légal. Puis, là, moi, je suis pogné avec ça. Là, j'ai pas vraiment le choix. Moi, j'avais cherché à un moment donné, je voulais comme un téléphone comme clean. Ouais, mais c'est même pas si clean que ça. Puis ils le disent aux autres mêmes, tu sais. Ouais. Sauf que c'est pas disponible encore ici. C'est pas disponible ici. Puis tu peux genre tweaker la patente, mais eux autres mêmes, ils disaient que c'est pratiquement impossible avec les minéraux. On essaie de tracker comme faut, mais on le sait qu'on est plus clean que les autres, mais on peut pas vous promettre que c'est clean à 100%. Tu disais que tu avais ça, là, l'espèce d'angoisse climatique là, qui est de plus en plus. Là, c'est comme une nouvelle... Ouais, c'est ça, comme une espèce de nouvelle condition de la jeunesse. Ouais. Mais j'ai de la misère quand même à saisir ça, moi, parce que, je veux dire, je la comprends, je comprends les dangers, mais ils sont pas concrets. Puis je pense que c'est ça aussi le problème des gens. C'est pour ça qu'on n'allume pas tant que ça, c'est qu'il se passe des trucs, bon, il y a du verglas, il y a des inondations, mais j'imagine, je sais pas trop. Mais on dirait qu'on prend pas la mesure de ce qui se passe pour vrai, tu sais. C'est parce que tellement individualiste qu'on est, il y a aussi le fait que le printemps a été long. Puis ils font comme Christ, il a neigé jusqu'au 15 avril. Faites-moi pas chier avec votre réchauffement climatique, ce serait pas possible. J'imagine la neige le 15 avril s'il faisait plus chaud. Cette opinion-là. Minou, tu sais, je pense qu'il y a comme les répercussions qui sont plus concrètes sont pas assez fortes en ce moment pour que ce soit comme sont passés dans notre gueule, tu sais. Puis nous, on va être comme les derniers, là, je regarde parce qu'il y a une map monde, là, mais tu sais, on va être les derniers là, à subir les réelles conséquences de ça. Mais en même temps, le Canada se réchauffe plus vite que le reste de la tout le reste, apparemment. À cause de la fonte des glaciers en ce moment. Okay. Moi, je pensais qu'on était à l'abri, mais on va être encore plus dans la merde que le reste du monde. Mais il va y avoir une désertification de l'Afrique. Ça va être le gros dawa, mais on dirait qu'avec tout ce que je vois sur mon fil d'actualité, je peux pas faire autrement qu'angoisser, moi, par rapport à ça. De voir à quel point il y a des gros bouleversements qui s'en viennent, puis à quel point, tu sais, il y a rien qui change. Pour vrai, je le vis. Faut pas trop que je tombe, que je me mette à lire là-dessus, sinon, honnêtement, ça me crée pour vrai de l'anxiété. Je veux dire, c'est le futur assez proche. C'est ça, tu sais. Puis là, je le répète, mettons, souvent, mais le rapport du GIEC qui est sorti à l'automne dernier nous donne jusqu'en 2030 pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre de moitié avant qu'on passe de l'autre côté du miroir, tu sais. Puis que ce soit pas réchappable. Puis c'est pas vrai que les aliens vont venir nous sauver avec une technologie malade, là, qui va tout changer. C'est ça, fait qu'il nous reste 11 ans pour vraiment prendre action. Puis c'est sûr que ça changera pas, là, tu sais. Malheureusement, c'est ça aussi, c'est qu'on est tous des tenants de la catastrophe parce que tant que ça te coûtera pas ta paye de la journée pour mettre du gaz dans ton char, tu réaliseras pas qu'il y a un réel problème, tu sais. C'est comme, faut que ça touche notre portefeuille, nos modes de vie, notre santé propre, dans le sens propre, celle de nos enfants, tu sais. Pour le réaliser aussi, il faut que... Tu sais, puis on le dit dans la pièce aussi, ça prend toujours un bon cancer pour te mettre à faire de la course ou à manger bio. Fait au niveau... À l'échelle de l'humanité... Il va falloir que ça pète. Il va falloir que ça pète. Il va falloir que... Puis le cancer, il est là. On le sait qu'il est là. Mais les impacts sont... C'est pas concret encore. C'est pas assez concret. Mais c'est comme s'il fallait qu'on la fasse, notre crise cardiaque, tu sais. Oui, mais il fallait qu'on la fasse pour que quelqu'un fasse comme peut-être arrêter de manger du sel. Ouais, c'est ça. Peut-être que t'as raison. Mais on la fait pas, puis... Mais c'est fucking... C'est quand est-ce qu'on s'est mis à ne
plus faire confiance aux scientifiques. C'est quoi cette affaire-là? Je veux dire, quand même, tout en ce moment, là, les microbes, tout ce qu'on fait, nos téléphones, c'est tout à cause d'eux autres. Là. On peut, genre... Le progrès. On peut, on peut s'abandonner aux recherches des experts. Un consensus de 97%, je pense, quand même bon. Là, moi, j'aurais tendance à les suivre, là, en sachant moi, je connais rien. J'ai pas de diplôme là-dedans. Fait que faut que j'y aille avec eux autres. Oui, là, j'ai pas je serais extrêmement arrogant de faire comme non. J'ai lu 2-3 articles, puis... pas sûr de ça. Tu peux t'en faire une opération. Le soleil, les variations du soleil, c'est pas mal ça, je pense. Ouais, c'est ça. Prouve-moi donc. Mais je pense que ça fait juste pas l'affaire des gens. C'est au même titre que tu fais pas confiance à ta meilleure amie quand elle te dit « Non, c'est pas une bonne personne pour toi, ce gars-là. » Ben, Hugo. Non, mais... On vient Hugo. Non, mais tu sais, mettons, quand t'es pas prêt à l'entendre, puis quand tu veux pas, puis quand ça va pas dans le même sens que toi, puis ta richesse, puis ton plaisir, puis ton bonheur, ton confort, puis tout ça, puis je pense que c'est là que tu fais comme... Ouais, mais tu sais, il y a une marge de manœuvre, là. Ça doit pas être tout vrai. Ça va pas être tout nous non plus. Mais non, tu sais, nous autres, on va être corrects, là. Je pense qu'il y a comme vraiment juste une espèce de une grosse volonté d'être blinded, là, excusez-moi le mot, là, d'être aveuglé par le... Ouais. Puis, tu sais, il y a quelque chose que j'ai vécu, puis j'en ai parlé dans une entrevue, mais je veux pas me répéter, là, mais je trouve que cette image-là est tellement forte, puis j'en ai parlé aussi. Mais tu sais, j'étais allée à Sayulita, un petit village sur la côte ouest mexicaine, en janvier. Et on est arrivé là-bas, puis on était tous des gens en Airbnb. C'est un super beau village à flanc de montagne. Un village magique, Pueblo Mágico. Magnifique. Les gens vont là pour le surf parce qu'il y a des belles grosses vagues dans la baie. Et on s'est rendu compte que les installations sanitaires n'étaient pas assez performantes pour accueillir autant de touristes, autant de monde, autant de Airbnbers. Alors donc, les gens qui allaient surfer, sans savoir, surfaient dans leur propre marde. Oh, shit. Parce que les égouts se déversaient dans la baie. Donc, la baie donnait la tourista. Donc, les touristes allaient faire du surf dans leur caca. C'est la meilleure métaphore. L'eau, finissaient par chier leur vie pendant 24 heures pour retourner surfer dans leur propre caca. Mais c'est le capitalisme en action. Mais c'est exactement ça. Tout le monde surfe dans son caca. Oui. Ça va bien. Tout est chill. J'ai mes mèches blondes. L'eau salée. Ça m'a pas coûté cher ici. Non, c'est ça. J'ai tellement pris des belles pics Instagram. Tu sais, mais c'est tellement de la folie. Puis, on était aux premières loges de ça. Ben, heureusement, on s'est fait dire, allez pas vous baigner dans la baie parce que vous allez vous chier le corps. Fait qu'on est allé se baigner dans les petites plages à côté. Mais quand même, j'ai quand même pas eu la tourista, là. C'est ça. Mais t'es fragile de l'estomac, Catherine. C'est ça, oui, j'ai des brûlements, puis quelques petits problèmes de gaz et de rot. On peut en témoigner. Notre amie Léa. Mais donc, c'est ça. Ça m'a fait capoter, puis j'étais comme, c'est le capitalisme en action, directement. Puis je suis à la source même de la destruction de cet écosystème notre génération, magnifique. Une belle gang de coquins là, avec les Airbnb, puis les téléphones, puis on prend le Uber, même si on sait que on est comme... Mais c'est ça, il y a comme on est fait de contradictions, tu sais, puis on est vraiment prisonnier de cette affaire-là, puis vraiment, je pense vraiment pas que je suis meilleure que d'autres en disant, tu sais, je suis à fond là-dedans, puis je suis moi-même au cœur du problème, tu sais. Mais moi, je pense que, comme tu disais, Léane, ça va prendre des règles, ça prend des lois très claires, tu sais. Je veux dire, moi, tant qu'on va me dire, tu peux prendre l'avion, on va l'apprendre, parce que c'est le fun, aller en voyage, mais à un moment donné, ça fait pas de sens, là. Tu sais, puis on parlait des scientifiques, puis ça, les conférences sur le climat, tout le monde va là en avion, là, même eux autres, là, comme Pew, pas ça. Mais tu sais, c'est super, d'une certaine façon, confrontant, parce que c'est super conservateur comme façon de penser, tu sais. Me vient la phrase de Harry Potter dans le 5, là, quand la professeure du ministère, Madame Umbridge, vient, puis elle fait un espèce de speech au début, puis elle fait « Progress for the sake of progress is to be prohibited », genre. Je fais « Merde, c'est un peu ça, je dis finalement, tu sais, de comme, le progrès, les avions, les fusées, nanana, mais si c'est juste pour le progrès, puis que c'est au détriment finalement d'un leg humain, mettons, c'est-à-dire une race, c'est comme plate, mais il faudrait peut-être que ça arrête. Mais en même temps, je suis comme, oui, c'est le fun, la première photo du trou noir, tu sais, je trouve ça fabuleux. Puis
Je suis comme timorée entre les deux. C'est vraiment ça. C'est comme... puis on le dit dans la pièce, là, c'est comme c'est le mythe de Prométhée qui a donné le feu de la connaissance aux humains, puis depuis ce temps-là... Ça va mal. C'est la connaissance qui s'emballe. On a pris cette voie-là, puis on va y aller jusqu'à temps que peut-être qu'on trouve dans le progrès quelque chose qui va régler ce problème-là, justement. Là, on aime bien ça, l'histoire. C'est vraiment... Le petit gars avec son bateau. C'est double, mon chum. C'est vraiment... C'est ça. On est rendu là. C'est un gamble. Oui, c'est un vrai gamble. J'en parle tout le temps d'histoire de même. Là, genre quelqu'un qui a inventé là, une usine qui recueille le CO2 et qui en fait un carburant, puis on adore ces histoires-là, on est comme yes, enfin, réglez-moi ça, s'il vous plaît. Qui nettoie les océans. Exact, ça marche pas cette affaire-là. Un Hollandais qui va nous sauver, là, tu sais, ou un Scandinave qui va arriver avec... C'est sûr qu'il y a un Finlandais là, de 6 pieds 2 avec des cheveux blonds et des yeux perçants là, qui arrive avec une solution. Il fait « Je trouverai! » Le Messi, le jeune Messi scandinave. Est-ce que vous en voulez aux générations d'avant là-dessus? Il y a quand même... Il n'y a rien qui a été fait. Moi, j'ai reçu ici l'avocate Karine Pelofi qui a comme un peu mis en place une poursuite contre le gouvernement, une espèce de poursuite pour les jeunes, les 35 ans et moins, là, qui poursuivent le gouvernement parce qu'il n'y a pas d'actions qui ont été faites. Puis, je veux dire, on a droit à un environnement sain, on a droit à... On a droit à une possibilité de futur. Exactement. Aussi banal que ça. Là. Moi, j'ai pas demandé ça. Exactement. J'ai pas demandé d'être en vie. Là. Je veux dire, c'est pas moi qui ai pris cette décision-là. Puis genre 100% du gouvernement qui aurait dû prendre les mesures l'ont pas fait. Là, ils ont choisi le capital tout le temps en premier. Bon, ça, c'est un classique, là, mais c'est comme une des premières fois où c'est extrêmement grave. Là, on a vraiment atteint un point de non-retour. Fait que c'est comme criminel. Oui. Je pense que oui. Et effectivement, il y a une grave faute qui est en train de se produire. Mais en même temps... Mais c'est récent, ça. C'est récent. On peut pas en vouloir à l'ignorance. Non, c'est ça. Parce que, tu sais, la fameuse science n'était pas à ce point non plus aiguisée pour... En fait, il y en avait qui l'appelaient. Là, il y en a qui l'ont collé. Là. Oui, puis des gens qui étaient pour la décroissance sont là depuis les années... 60, il y a plein de monde qui réfléchissent au capitalisme depuis très longtemps. Je veux dire, pas plus tard que Marx, là, on y pense à quel point il y a quelque chose de très grave avec ça, puis qui est en train de se produire. Mais c'est comme si là, on mesure l'ampleur c'est ça, on voit la fonte des glaciers, on le sait. Ça fond, on le voit, ça réduit, on le mesure en décilitres, puis en mètres cubes, puis je sais pas quoi, là. Fait que c'est tellement de plus en plus tangible aussi, puis on dirait que... C'est un discours qui était très hippie dans les années 60, 70, alors que là, c'est comme tout le monde est au courant qu'il faut décroître dans un monde aux ressources finies. On ne peut pas croître de manière infinie. Fait que c'est un discours que là, tranquillement, on finit tous par adopter parce que ces prophètes-là avaient raison, tu sais. Mais moi, on dirait que je peux pas non plus en vouloir parce qu'on contribue... Je contribue à la destruction du monde. Je peux pas me dédouaner de ça puis dire c'est de la faute de mes parents. C'est pas vrai. Non, je comprends. Puis pour vrai, ils savaient pas nécessairement, dans le sens où ça n'a pas été véhiculé nécessairement comme message de façon... Mais là où moi, je peux leur en vouloir, c'est présentement, souvent, c'est ces générations-là, quand on leur parle de ça, et c'est les premiers à mettre ça en doute, tu sais. C'est les premiers à dire, mais... Puis on l'a vécu, là, nous autres, là, avec des discussions de public, tout ça, puis... Du monsieur de 55 ans. Chaque génération avait sa fin du monde. Avez-vous déjà parlé à vos grands-parents? Écoutez, nous autres aussi, on pensait que c'était la fin du monde. Tu sais, mais monsieur, j'oserais croire que comme... Là, c'est pas juste moi dans ma bouche de jeune trentenaire, c'est comme ce qu'on disait les scientifiques. Fait qu'arrêtez de dire que c'est notre génération qui voit ça tout pire, puis parce qu'on n'a rien vécu, tu sais, eux autres, il y avait la Deuxième Guerre mondiale, puis l'invention de la bombe atomique. Puis le sida dans les années 80. Le sida. Mais ce qui est pas faux, mais tu sais, je veux dire, c'est pas la même affaire, tu sais. C'est pas à la même échelle, tu sais. Il y a une vraie crise, là, tu sais. Puis il faut la traiter comme telle, il faut la voir vraiment comme elle est réellement. C'est peut-être par expérience aussi. Je sais pas si vous vous rappelez, quand vous étiez jeune, c'était la couche d'ozone. On capotait sa couche d'ozone. Oui, tout le monde en parlait de la couche d'ozone. Puis là, ça s'est réglé finalement, la couche d'ozone. Fait que les autres se sont dit, hey, on capotait pour rien, la couche d'ozone. J'ai envie de te dire que, tu sais, ça s'est réglé. Il y a quand même un trou dedans. Mais tu sais, des mesures ont été prises, puis ça s'est résorbé un peu. Là, je pense que c'est moins alarmant qu'avant. C'est plus le problème principal. Fait que là, tu sais, mais on parlait que de ça. Là. Mais le problème principal a
toujours été le gaz à effet de serre. C'est là que ça a pas stoppé les chars tout. Je comprends, mais oui, on a toujours trouvé des solutions. Peut-être que peut-être la manière de véhiculer le message n'est pas bonne, parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas cette opinion-là qui gagne. On a l'impression que c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui dit ça, puis ça gosse. Ouais. Parce que c'est GND qui en parle, avec Manon Massé, tu sais. Mais alors que c'est pas une affaire de QS, c'est une affaire réelle, là, tu sais. Je veux dire, tous les gouvernements devraient s'engager là-dedans puis s'impliquer dans cette lutte-là. C'est vraiment pour la pérennité de l'espèce, tu sais. Mais notre image du fiable n'est pas la bonne, tu sais. L'image qu'on se fait de quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un qui est propre, avec les cheveux coupés corrects, puis comme un vêtement sérieux, puis tout ça. Puis là, dès que ça déroge un peu de ça, rapidement, on fait comme « Ben non, il a l'air d'un tout croche. » C'est pas pour rien que PKP a été comme élu. Tu sais, c'est pas parce qu'il arrivait, mettons, avec un espèce de discours profond de quelque chose. Tu sais, il avait de l'air d'un gars fiable. En plus, il a redressé des compagnies complètes en faire des espèces de vaches à lait d'argent immenses. Fait que tu fais comme, OK, ben on va le truster, tu sais, mais après ça, quand Manon Massé... c'est qu'on est content, là, tu sais. François Legault, c'est ça. C'est Québec qui est au pouvoir. Heureux de ça, là. Puis tu sais, je veux dire, il y a quand même... C'est pas rien, là. Je veux dire, il y a des cours d'image dans la vie. Quand on est au secondaire, on se fait dire comment se présenter dans une entrevue pour avoir l'air fiable. Notre image du fiable est pas claire. Ouais, mais c'est pas bonne. Que François Legault, c'est ça, notre image du fiable. Je veux dire, c'est comme... Moi, les gens, oui. Qui donne des becs à sa sœur, sa bouche. Il est tout croche. Ben oui, ça, regarde. Mais tu sais... Mais moi, je veux dire, mon image du fiable va toujours être dans les yeux et le discours de quelqu'un, mais je pense que pour les gens qui sont peut-être plus... Mais plus mais je pense que c'est tout simplement l'argent et le pouvoir impressionnent, puis c'est aussi plate que ça. Là. C'est comme, mais tu sais, la personne la plus riche du monde, OK, souvent, va se promener en jogging, puis va avoir des bas blancs dans des sandales Nike, là, tu sais. Comme, puis l'image qu'on se fait des riches, c'est pas celle-là, tu sais. Puis moi, j'ai fait des études là, de complètement pas scientifiques, mais tu sais, mettons... Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours bien aimé la mode. Fait que, moi, j'étais comme, oh mon Dieu, il faut que j'allais flirter chez Autren Frou, là, avec des... je faisais juste magasiner avec mes yeux, puis je trouvais ça beau, puis j'étais comme, oh, wow, cette collection de Dolce & Gabbana est vraiment à la hauteur de ce que j'attendais pour ce printemps. Et là, mettons, je rentrais là, puis je me faisais watcher en esti, là. Puis j'étais comme, OK, on pensait que j'allais voler quelque chose parce que j'avais pas de l'air d'une riche. Mais t'avais des dreads. T'étais-tu pieds nus encore? Non, à ce moment-là, j'avais mis des chaussures. Mais tu sais, puis là, j'étais comme, Chris, il me regarde tout parce que j'avais mon foulard à la taille quand même. Je sais pas si vous foulard à la taille. Foulard de patriote ou quoi? Oui, ma ceinture fléchée. Ben non, mais l'espèce de fichu hippie un peu mauve avec les glis plus argentés. Moi aussi, je t'aurais fiché. Très fort. Ben c'est ça. Fait que là, j'étais fichée. Et là, à un moment donné, j'ai fait comme, Chris, puis j'étais retournée par curiosité avec des vêtements de ma mère. Ouais. Et là, on voulait me faire essayer des parfums. Là, on voulait, tu sais, puis j'étais comme, ben voyons donc, tu sais. Puis c'est vraiment pas une étude scientifique, mais j'ai Colin, ça veut dire vraiment que j'avais l'air plus fiable. Mais pourtant, j'étais la même personne avec le même pouvoir d'achat qui était zéro, puis qui faisait juste encore vouloir regarder les robes Prada, tu sais. Ben, la richesse, je veux dire, c'est une question de classe aussi. T'es-tu dans la bonne classe? Puis c'est au visuel qu'on le voit quand même. Là, mais c'est ça qui va influencer la décision des gens. C'est là que c'est dommage. Puis c'est pour que le scientifique qui a son cheveu un peu croche, parce que oui, peut-être que ça fait quelques jours qu'il dort pas beaucoup. Mais tu sais, je veux dire, c'est quelqu'un qui se dévoue, justement, des fois pour pas beaucoup d'argent, là, qui est complètement dévoué à l'humanité par rapport à quelqu'un qui s'est complètement dévoué à sa propre richesse personnelle. Comment ça, tu trusterais quelqu'un? Confiance à un boomer qui veut te faire moins payer d'impôts. Faut pas faire confiance à ça. C'est un traquenard. C'est un scam. Non, en plus, je sais pas si vous avez déjà lu comment il a fait sa richesse, lui, mais c'est d'une manière... François Legault? Ouais. Ah, explique-moi donc ça. Ouais, écoute, en fait... c'est avec Air Transat, puis tout ça, puis c'était 3 partenaires, puis tout ça. Puis lui, à un moment donné, ça allait vraiment pas bien, puis ils se sont fait donner beaucoup d'argent par le gouvernement. Fait que ça a vraiment été sauvé par le gouvernement. Et lui, quand ça a commencé à remonter,
il a réalisé que, oh mon Dieu, c'est un bon moment pour vendre ça puis colisser mon camp. Il a vendu ça, je pense, 14 millions. Mais il n'en a pas parlé à ses partenaires. Et ça, c'est une affaire que tu fais pas en affaires. C'est interdit de pas. Fait que après ça, t'es barré là, du milieu des affaires parce que tu peux plus t'associer à personne. Fait que tu vas en politique quand t'es un crosseur. Exactement. C'est exactement ce qui est arrivé. Il a fait comme, écoute, moi, j'ai fait mon cash puis il est devenu millionnaire comme ça en fourrant ses partenaires qui, eux autres, ils aiment pas bien en parler. Ben, c'est la place. Parce qu'ils ont crashé après parce que, tu sais, après ça, financièrement, les gens sont ça va pas bien votre compagnie, le gars il vient de quitter. Puis, en tout cas, bref, tu fais jamais ça. Et lui, c'est comme ça qu'il est devenu riche. Mais c'est fou. Puis après ça, on pense que, mettons, les plus subventionnés. Nous autres, c'est ses partenaires, c'est chums. C'est beau, ils ont des soupers avec eux autres. C'est ça. Puis les gens pensent que c'est les arts qui reçoivent. Tu sais, je vais juste faire un petit aparté ici, que c'est les arts qui reçoivent le plus de subventions. Mais je m'excuse, mais c'est les. C'est tellement ridicule. C'est drôle. Je pense qu'on vit au crochet de la société, mais c'est les compagnies privées, c'est les bombardiers de ce monde, c'est les banques qui vivent au crochet de nos crises d'impôts. C'est pas les artistes, c'est les compagnies privées. Quand tu compares les milliards de dollars qui sont investis dans des compagnies privées comparativement aux 6 millions qui sont investis en culture chaque année. C'est 6 millions? Non, j'exagère. OK, mais c'est quelque chose de je dis n'importe vingtaine, quoi, c'est une affaire de pas rapport, tu sais. Fait que les gens pensent que les artistes vivent au crochet de la société alors que c'est les Simons, les Bombardiers, la compagnie de Legault qui a été Air Transat qui a été sauvée par le gouvernement puis par notre cash. Mais c'est ça qui est fou, c'est les compagnies privées qui bénéficient de l'argent des citoyens et ne sont pas redevables. Et c'est ça qui est complètement tragique aussi, c'est que ils peuvent se sauver le cul, puis après ça, être premier ministre. C'est genre, c'est genre demander à quelqu'un de s'agenouiller puis de faire, regarde, je vais juste te rentrer mon poing dans le cul. Puis comme, là, il va vouloir parler, puis tu fais, non, il y a mon ami, là, il va venir te mettre sa graine dans la bouche. Oui, c'est tellement ça. Je suis bourrée de tous les bords, tous les côtés, puis il n'y a pas moyen de m'en sauver. Ouais, puis je suis comme, pour vrai, plus fort. Rentre plus loin. Ça m'écoeure. Oui, c'est vraiment ça. Les Québécois! Mais comment ça fonctionne pendant qu'on y est? Démystifions ça un peu pour les gens. Là, ils ont l'impression que c'est ça, les artistes là, vont chercher de l'argent, c'est épouvantable. Ça, mais comment ça fonctionne pour financer une pièce de théâtre, justement? Là, toi, t'en as fait beaucoup, tu sais comment ça marche, puis tout ça. Puis même moi, là, je veux dire, qui est en voir beaucoup, je sais pas exactement comment ça fonctionne. Il faut que c'est-tu beaucoup de paperasse? C'est extrêmement compliqué, j'imagine, là? Ouais, c'est la partie la plus plate de la création, c'est faire la demande. La demande de subvention. Mais c'est ça, faut que t'aies un budget, faut que tu parles de ta démarche. C'est des gros documents assez complexes à rédiger. Faut que t'aies... Après ça, faut que tu aies ta compagnie de théâtre aussi. Okay. Fait que ça, faut que tu t'enregistres. Après ça, faut que tu aies une lettre du théâtre qui confirme que tu es produit dans un théâtre aussi, puis tout ça. Fait que, tu sais, puis c'est au Conseil des arts de Montréal, au Conseil des arts et lettres du Québec, puis au Conseil des arts du Canada. Fait que c'est comme les 3 paliers qui donnent des sous aussi. Fait qu'il faut comme avoir... Ils ont toutes des demandes différentes en plus. C'est ça aussi. Tu peux pas faire un copier-coller tout le temps. Non. Faut que tu remanies, puis que tu réorganises ton discours, puis ton mandat de compagnie, puis tout ça, en fonction de ça. Sauf qu'en même temps, moi, ce que je trouve le fun là-dedans, quand même, dans la demande de sub, c'est d'intellectualiser la démarche, puis de réfléchir à ce que tu as à dire, puis à la parole que tu veux prendre. Puis je trouve ça, c'est un exercice mental très intéressant. T'as pas l'impression de disséquer la grenouille un peu? Ou... Ben, je trouve ça... Moi, je déteste pas ça. Ouais. OK. Ça gosse, c'est long, t'as des deadlines, puis tu le fais pas. C'est juste que ce travail-là mental peut être fait une fois. Dans le sens où, moi, je n'aurais une à remplir, je serais comme, OK, cool, j'ai précisé mon idée. Ah oui, OK. Mais là, toi, puis là, tu demandes un montant que... C'est des grenades. C'est des peanuts, puis ça se peut que tu reçoives même pas la moitié de ça parce qu'ils ont évalué la demande. Compagnies à souffrir de manque de cash, là. Fait que... On se divise une petite part de tarte minuscule. Puis tout ça, évidemment, c'est pas quelque chose qui est payé, dans le sens où le temps que tu mets à écrire ton texte, ça se peut qu'il soit jamais payé au final. Non. Ça se peut que la bourse ne t'arrive pas. Ça se peut que t'aies pas... Puis là, t'as mis du temps sur ta demande, sur ta compagnie, sur tout ça. Puis c'est tout du travail gratuit. Puis c'est malheureux de penser comme ça, mais ça peut être des mois et des années de création. Ça peut être semi-bénévole, ou presque. Oui, c'est bénévole. Tu écrire du théâtre, c'est un bénévole. Et tu peux avoir des bourses. Du truc. Moi, j'ai eu une bourse d'écriture pour Dans le champ amoureux.
du Conseil des arts et des lettres du Québec. Mais ça, c'est rare, j'imagine. Rétroactive ou... Non, pour l'écrire. Là, OK. Ouais, j'ai eu un montant, mais c'était comme un montant attribué à la relève, tout ça. Fait que, c'est dans une certaine catégorie, tout ça. Mais ça m'a permis... C'était super. C'est vraiment génial d'avoir... Mais, tu sais, je suis une sur combien de personnes qui n'ont pas d'argent pour écrire, tu sais. Tu peux faire des demandes de bourse comme auteur, tout ça, tu peux le faire, tu sais, aller chercher des montants, mais c'est ça, c'est bien compliqué, puis il y a comme peu d'élus, là, tu sais. Pas juste en théâtre. C'est sûr que le théâtre est comme un peu vu aussi comme la portion la moins riche de en même temps, je pense qu'on parle pas de sculpture non plus. Là, de danse, bonne chance. Mais tu sais, je veux dire, Falardeau est mort complètement pauvre. C'est des grosses enveloppes, Mais en même temps, tu sais, mais c'est assez dégueulasse, ça, quand tu y penses. Là, je veux dire, c'est un monument, puis il y en a plusieurs, là, des grands cinéastes qui sont pas capables de... C'est comme, c'est assez épouvantable. Mais en même temps, il n'y a pas vraiment d'autres moyens, d'autres systèmes, parce que, je veux dire, c'est pas rentable. Le théâtre, c'est impossible de rendre ça rentable, à part être brou, là, ou je sais pas quoi. Là, il doit en avoir d'autres. Non, puis tu sais, la rentabilité, ne serait-ce que dans n'importe quoi, vient avec une espèce de quantité. Tu sais, la rentabilité, c'est quand tu vends... c'est quand à produire, ça te coûte très peu et t'en vends tellement que tu fais un profit. En théâtre, au Québec, mettons... je pense que juste rentrer dans ton cash. Tu fais 22 spectacles. Ouais, c'est ça, c'est fou. Il y a des mois de pratique puis d'écriture. 3 mois de répète, quasiment. Là, avec des décors. Puis... C'est des décors. Grosse machine. Tu apprends tout le texte là, dans l'ordre. Tu fais 22 shows. Puis tu sais... C'est ridicule. On est la seule place, je pense, au monde. Là. Je veux dire, le théâtre en Europe, c'est pas ça. On approche de nous, là, New York, Broadway, Chicago, c'est des shows qui durent des années. Ouais, qui font de l'argent. Puis, nous autres, on fait 4 semaines. Puis c'est ça. 4 semaines, t'es chanceux parce que c'est dans une grande salle. Ah oui, parce que sinon, c'est 2 semaines, 3 semaines. 10 spectacles là, échelonnés sur 2 semaines. C'est ça, mais tu travailles dessus pendant 3 ans, tu sais. Ah non, moi, ça me fait capoter. Je pense aussi que c'est une des raisons pourquoi, quand je vais voir du théâtre, je trouve ça aussi spécial. Je dis, oh mon Dieu, faites tout ça pour moi. Oui! Sacrement! J'étais là cette fois-là. Oui, c'est vraiment, c'est un vrai don de sous-bois, c'est une vraie passion. Parce que, non, c'est ça, c'est quand même... C'est parce que ça reste quand même la chose la plus fun ever, là. C'est pour ça qu'on le fait. J'ai l'impression, tu sais, je fais comme, on chiale beaucoup depuis tantôt sur ça, mais... Non, mais être live, ça, tu sais, c'est quoi, là, tu sais, d'être devant un public, puis de sentir le pouls de la salle, puis de... Tu sais, il y a comme quelque chose dans l'expérience de l'art vivant, là, qui est extraordinaire. Là. C'est un des lieux, en fait, c'est le dernier lieu qui est sacré au monde, tu sais, c'est le théâtre, parce que tu peux pas sortir ton sel, je sais pas, en humour, si le monde boit de la bière, puis tu checkes leur cellulaire. Préférablement, ça serait mieux non. Ouais, mais au théâtre, si tu le fais, t'es comme, t'es exilé, là, tu sais, t'es banni, là, tu sais. Mais c'est parce que si tu le fais, si, mettons, ton sel sonne pendant un show, les 4-5 personnes autour de toi font... Ouais. Là, tu l'entends, tu sais. Excusez. Non, c'est ça, tu peux pas faire ça, fait que ça reste un des derniers lieux sacrés, tu sais, même dans les églises, on sort nos cellulaires, fait que je pense que vraiment, au théâtre, il y a comme cette affaire-là qui est extrêmement précieuse, tu sais, qui fait que c'est une énergie aussi. Ben moi, c'est ça, justement, tu sais, de faire de la scène, là, du live, puis tout ça, après ça, tu sais, genre, j'ai joué dans des trucs des fois, puis... Mais c'est quoi ces longues journées interminables où genre tu commences à 5 heures du matin puis tu finis le soir puis t'es brûlé raide, faut que t'attendes toute la journée pour une petite scène. T'es un peu constipé parce que là t'as fait juste manger. Juste manger Oui, puis tu sais il y a comme une toilette pour 40 personnes. C'est ça, tu vas pas chier dans ta journée. Ben non, il y a personne qui chie en tournage. C'est-tu de pire en pire? Je sais pas si tu peux comparer, là, mais on entend que les conditions c'est de plus en plus difficile, de moins en moins de budget, faut les journées de tournage c'est de plus en plus longues. Heureux me dire que il était beaucoup plus payé dans le temps qu'aujourd'hui comme acteur. Fait que les conditions, je pense que sont de moins en moins bonnes. Là, j'en parle pas en fonction d'études. Là, je me fie sur la sagesse de Passe-Montagne, mais... Ce qui est fiable. Jaco. Mais je pense que c'est vraiment une question de production... Les conditions, tu sais, si on parle de conditions comme monétaires, c'est un des seuls métiers au monde où tu peux être
destitué là, de salaire, là, dans le sens où d'habitude, dans la vie, tu commences à quand tu travailles toute ta vie pour une compagnie, là, mettons, oui, ou même le même type de poste, tu montes dans l'échelle salariale. Tu montes, tandis que ça, tu sais, mettons, à même une saison, à même un même projet, tu peux être à temps par jour avec une garantie de X, Y à faire. Genre, mettons, t'es garanti 15 jours, puis là, finalement, la saison 2, mais t'es garanti 9 jours. Fait que là, tu sais, OK, fait que finalement... Moi, tu me diminues mon salaire, tu sais, parce que je gagne pas plus par journée, puis je fais moins de jours. Il y a comme... C'est la seule place où, tu sais... C'est alarmant quand même. Oui, puis même des fois, ils diminuent le salaire. Ça, j'ai vu ça sur certaines compagnies de production. Tu sais, ça doit être, je sais pas, répandu, là. Je veux pas en nommer une en particulier parce que j'ai pas l'effet de toutes les autres, mais que tu faisais, mettons, un montant X par journée de tournage qui peut être diminué l'année d'après. Tu fais, ben attention, là, c'est parce que c'est comme la seule place au monde où ça existe, on dirait. Puis j'ai l'impression. Si en même temps, tu veux pas perdre cette gig-là, mais t'es quand même... Mais tu peux pas, tu fermes ta gueule. Ben, c'est très... Moi les fois où je négocie, c'est quand, mettons, le projet est pas important à mes yeux. Okay. Si, mettons, je suis bien agressive, parce que si je le perds, ça me fait pas un pli sur la poche, puis que artistiquement ou créativement parlant, c'était pas quelque chose qui me motivait fois 1000. Mieux le perdre, là, c'est ça, là. Ben que si je le fais, c'est vraiment pour des raisons monétaires, alors je vais essayer de pousser... Donnez-moi là le monétaire. Ouais. Mais en même temps, c'est très rare que... Puis ça, c'est un luxe que moi j'ai, où j'en suis dans ma carrière, qui est vraiment pas stable comparativement à bien d'autres, mais qu'il y a juste... Il y a beaucoup de gens qui peuvent pas se permettre de faire ça, tu sais. De négocier pour peut-être perdre un projet parce que créativement, c'était pas à la hauteur de ce que tu avais envie de faire. C'est un gros luxe. C'est un luxe énorme. Je sais pas toi, là, si tu négocies fort, mais moi, c'est vraiment très peu... moi, j'ai envie de pipi. Mais on peut arrêter ça. Ça va être bizarre l'arrêter là-dessus, mais on avait fini anyway. Ça va être la fin parce que Catherine a envie de pipi. C'est une très bonne fin. Du café, de l'eau. Moi, je comprends ça. Puis nous, on a pris une pause, puis on est allés, puis toi, t'es pas allé. Oui, c'est ça. Moi, j'étais allée tantôt. J'aurais dû y aller, mais ça s'est déclenché après. Ben, merci les filles. C'était très intéressant de m'incruster dans votre univers. Puis, bon pipi. Merci. Je te souhaite que ça se passe bien. Parlez fort pour pas m'entendre, OK? Merci. On va entendre de la musique. Bye-bye.